Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast dédié au baseball universitaire américain en français. Bien content de vous retrouver alors que la productivité, comme vous avez pu le voir et vous en apercevoir, augmente à l'approche du début de la saison, dans une dizaine de jours maintenant. On va passer à une autre preview, la dernière conférence phare, on va dire, en termes de college baseball. Comme je vous l'avais dit auparavant, il y a un Power 5 en général, notamment quand on parle des conférences en termes de football, qui est le sport principal. Mais la Big Ten, pour moi, en baseball, est un peu en dessous de ces 4 conférences que sont donc la SEC, la ACC, la Pac-12 et la Big 12. Aujourd'hui, on va parler Big 12. D'ailleurs, au passage, avant de commencer, il faut le savoir, il y a quand même pas mal de débats en termes de college baseball, parce que pour beaucoup, il n'y a pas d'intérêt de parler en termes de Power Conferences et de Mid-Majors, puisque comme je vous l'avais déjà dit, parmi les Mid-Majors, il y a des conférences qui sont très puissantes en baseball. Il faudrait plutôt parler de région, mais bref, c'est un débat qui leur appartient. On va pouvoir commencer, mais juste avant, le petit instant promo bien sûr. Vous retrouvez cet épisode et tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur YouTube. Pareil, le Homora sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et peut-être j'ai oublié un, mais je ne sais pas. En tout cas, tous les réseaux sociaux. Voilà. Vous checkez le Homora sur les réseaux sociaux, vous devrez me retrouver dans ces réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder, c'est parti. Alors, il est temps que l'on parle de la Big 12. La Big 12, c'est une conférence qui est vraiment, comment on peut dire ça, un témoin du mouvement des conférences à travers l'histoire des sports universitaires américains, puisque la Big 12 en tant que telle a été vraiment créée dans les années 90. Donc on l'a connue notamment, je pense qu'ils ont commencé à en parler en 94, et puis la conférence est arrivée vraiment en 96 en fait, en tant que telle, en tant que Big 12. Donc voilà, c'est une conférence qui est assez jeune en tant que telle, mais qui regroupe des facs historiques et qui, elles, ont donc évolué dans différentes conférences. Avant cette Big 12, il y avait une conférence qui s'appelait donc Big 6, puis après Big 7, puis après Big 8, avant qu'elle disparaisse donc en 96, lors de la fusion entre cette fameuse Big 8 et 4 facs, des facs texanes qui faisaient partie de la Southwest. Southwest c'était une conférence très réputée, enfin très connue parce que c'était une conférence texane principalement, mais elle a disparu comme beaucoup de conférences à travers l'histoire. Mais donc bref, la Big 12 est arrivée en 96, et il faut le savoir, même si c'est une conférence assez récente, c'est une conférence, encore une fois, qui a pas mal de facs historiques, des facs réputés, comme par exemple Texas, bien entendu, une des facs les plus victorieuses du college baseball, avec 6 titres, et des coachs de renom, des joueurs de renom, etc. etc. Mais voilà pour la petite intro, on va dire le petit rappel rapide historique. J'ai envie qu'on parte directement et sans plus tarder dans la preview. Je vais juste faire une petite transition pour couper la poire en deux, on va dire. On va commencer dans quelques secondes. Pour commencer ces previews, il faut rappeler également qu'il y a un contexte particulier dans cette idée des conférences qui bougent tout le temps. Il y a des facs qui sont arrivés cette saison et donc qui vont commencer cette saison du côté de la Big 12. Je vais les énoncer, elles sont au nombre de 4. Il y a BYU, qui venait de la WCC, la West Coast Conference. Il y a Cincinnati, qui vient de la American Athletic Conference, la AAC. UCF, qui vient de la même conférence que Cincinnati. Et enfin Houston, qui vient également de cette conférence, la AAC. Donc avec cet ajout de ces facs, on retrouve une Big 12 assez chargée, en attendant bien sûr le gros chamboulement de la saison prochaine, puisque Texas et Oklahoma vont donc quitter cette Big 12 pour rejoindre la SEC, tandis que d'autres facs, notamment des facs de Pac-12, comme Arizona ou Arizona State, pour ne citer qu'elles, vont rejoindre la Big 12 la saison prochaine. Voilou. Et donc, comme d'habitude, lors de ces previews, je commence de la fac qui, pour moi, est la plus éloignée d'un titre de conférence potentiel et de pouvoir, pourquoi pas, accrocher une place lors du tournoi national. Et on va aller vers, pour moi, celle qui est la plus à même, la favorite, entre guillemets, pour remporter cette conférence. On va commencer tout d'abord par
pour moi la dernière position qui appartient à Baylor. Baylor a eu une saison dernière très compliquée et en conséquence de tout ça, avec une saison négative que ce soit en bilan Big 12, 6 victoires, 18 défaites et 20 victoires, 35 défaites en total. Avec ça, on a vu donc du changement et on va dire le retour de quelqu'un qui a pas mal vagabondé, c'est Mitch Thompson. Pour la petite histoire, Mitch Thompson a déjà été un assistant coach du côté de Baylor avant de devenir le head coach d'université qui est au même endroit, Waco, dans le Texas, mais une université community college, une JUCO. Donc avec McLennan Baseball, il a fait du bon travail. Et donc Baylor l'a rappelé pour cette fois-ci devenir le head coach. Euh, je ne connais pas plus que ça personnellement, mais j'ai lu de très bons retours sur les différents rapports des observateurs. Apparemment, il a prouvé ce qu'il faut en JUCO. Va falloir faire la transition, bien sûr, dans une des plus grosses conférences du pays en D1 NCAA. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais ce qui est bien et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas chômé, puisque avec son arrivée, il y a eu aussi pas mal de mouvements en termes de transfert. Il faut le savoir, Baylor a clairement besoin de profondeur, que ce soit en termes de pitching, même au niveau du line-up, de pouvoir retrouver un peu de star power aussi. Donc il y a beaucoup de gaps, beaucoup de potentiel aussi via les transferts, mais pour moi, il reste assez loin justement vis-à-vis de cet inconnu. Comment ces transferts vont se comporter, comment ils vont faire la transition de leurs différentes conférences ou leurs différentes facs vis-à-vis ensuite d'une conférence telle que la Big 12. Pour parler de ces transferts, euh, il y a un premier transfert dont beaucoup d'observateurs parlent, c'est Jack Little. Jack Little, en fait, il vient de Wichita State. Wichita State, qui est en American Athletic, pour faire un peu la transition, la jonction avec ces facs de American Athletic qui viennent en Big 12, pour la petite histoire. Euh, a priori, on voit que c'est un joueur qui a un fort aspect athlétique, un joueur très physique et athlétique, qui a tout ce qu'il faut pour faire en fait ce qu'on appelle une fameuse breakout year. Puisque en fait, il faut savoir la saison dernière, excusez-moi, alors vous allez savoir toute ma vie, vraiment toute ma vie, puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner ici quelque chose avec du piment très épicé, et en fait les effluves, la fumée remontent jusque là où je suis. Donc c'est en train de m'arracher en fait, tout simplement. Désolé pour vous raconter ma vie, mais on va quand même essayer de continuer. J'ai un peu l'habitude, mais ça m'a un peu pris par surprise. Mais bref. Donc essayons de reprendre nos esprits et de revenir sur Jack Little. Comme je disais, en fait, c'est surtout en fait, on espère qu'il va prouver tout le côté brut qu'on lui connaît, c'est-à-dire qu'il va réussir en fait à développer ce qu'on espère de lui. La saison dernière, par exemple, il n'avait eu que 3 home runs, 25 points produits et 7 doubles avec une moyenne à la batte de .250 et surtout une propension à se faire strikeout assez souvent. Donc là, on parle plutôt d'un potentiel, mais ce potentiel est voilà, on espère vraiment cette fameuse breakout year parce que si ça se passe, on a là un joueur qui peut être très intéressant au niveau offensif et au niveau défensif pour Baylor. Un autre joueur qui pour le coup lui est beaucoup mieux établi, c'est Enzo Apodaca. Enzo Apodaca en fait il vient de Gonzaga, donc en WCC, encore un petit point avec BYU par exemple. Et en fait c'est un joueur qui est capable de montrer de belles choses au niveau offensif, en tout cas qui est assez sûr. C'est pas un joueur en termes de puissance qui va vous montrer des choses incroyables. En témoigne ces 3 home runs de la saison dernière. C'est un joueur qui va être par contre très intéressant pour montrer de la discipline. Il était à .281 de moyenne à la batte, il avait 23 points produits et 6 bases volées. C'est quelqu'un surtout qui va travailler et normalement c'est un joueur qu'on peut lancer en tant que lead-off. Il n'a pas, comme j'ai dit, de la puissance que ça, mais en tant que lead-off, s'il arrive à arriver sur base, forcément avec son expérience, son acuité, comment on peut dire ça, ses outils en fait et sa maturité lui permettent d'être un petit poison en fait sur base. Donc voilà un peu les deux joueurs principaux dont je voulais parler en ce qui concerne en fait en ce qui concerne le line-up et les transferts. Pour finir sur le line-up, mais là cette fois-ci c'est pas un transfert, c'est un joueur qui est déjà euh, enfin si c'est un transfert, excusez-moi, c'est un transfert, mais c'est un joueur dont on espère
qu'il va pouvoir montrer ce qu'il a montré à TCU, pardon. Hein. C'est Hunter Teplansky. Alors Hunter Teplansky, il faut le savoir, il avait quand même du monde hein, autour de lui et il était bouché hein, notamment par un joueur comme Braden Taylor. Braden Taylor, c'était l'astar de TCU en troisième base, et Hunter Teplansky, c'est un joueur de troisième base. Donc, ce qui faisait que, forcément, il était assez bloqué, mais il avait quand même montré de très très belles choses. L'année dernière, par exemple, il avait terminé avec 10 doubles, 6 home runs et 34 points produits, avec une moyenne à la batte de .308, hein, ce qui est très intéressant. Et surtout, on dit que il a voilà, un gros bagage technique hein, des deux côtés de la balle, hein, que ce soit au niveau défensif ou au niveau offensif. Donc le fait que là, il arrive très clairement dans un line-up et dans un effectif en manque de stars, ça pourrait très bien être voilà, un autre joueur dont on espère une breakout hier pour être un peu cette star hein, du line-up de Baylor. Voilà côté line-up. Euh, Côté pitching staff, là il y a beaucoup encore de questions. Hein. C'est pas pour rien que l'année dernière ça s'était très mal passé. Ils étaient voilà, dernier de la conférence. J'ai noté un nom dont on parle pas mal, c'est Mason Marriott. Mason Marriott devrait faire partie de la rotation de Baylor, en tout cas en début de saison. C'est pas un joueur qui avait, on va dire, un skill set incroyable, mais a priori, d'après les rapports d'automne, il aurait réussi à augmenter notamment sa fastball, hein, la vélocité de sa fastball. Donc, ça va être à voir hein, ce qu'il apporte. Et enfin, il y a deux autres noms, et moi je les connais pas, donc je vais vraiment donner leur nom. Hein. C'est Colin McKinney et Jared Matheson, deux autres noms donc, qui sortent assez souvent. Il faut savoir que McKinney, lui, en fait, il avait eu une Tommy John, donc il a eu une chirurgie hein, de type Tommy John hein, pour réparer son coude. Et voilà, c'est tout ce que je sais sur lui. Et Matheson, a priori, c'est un joueur qui a une très bonne balle rapide. Mais par contre, il faut voir pour le reste hein, de ses balles dans son arsenal pour voir s'il est vraiment capable de starter, d'être un solide starter. Voilà donc pour Baylor en dernière position selon moi. Et au passage, hein, désolé pour les bruits alentours, on dirait qu'aujourd'hui personne ne veut me laisser enregistrer mon podcast. Il y a quelqu'un qui vient de faire tomber quelque chose ici, ça fait un gros boom, donc j'espère que ça ne vous a pas explosé les tympans et je m'en excuse à l'avance. On va passer ensuite à la 12e équipe selon moi, c'est BYU. La nouvelle venue n'est pas une université qui est réputée en termes de college baseball. Hein. Par exemple, leur dernier trip du côté du tournoi national, c'était en 2017. Faut le savoir, BYU c'est bien plus une fac hein, orientée sur le foot. Et au niveau du baseball, elle a pas mal bougé au gré des conférences. Elle a été dans la WAC, hein, la Western Athletic Conference, elle a été dans la Mountain West Conference, et elle était dans la West Coast Conference depuis 2017. Maintenant, je dis depuis 2017, c'est une grosse bêtise, c'est pas depuis 2017 du tout. Elle était dans la West Coast Conference dans les années 2010. Très clairement, BYU, on n'attend pas grand chose, et c'est vrai que à la base j'ai pas mal hésité entre BYU et Baylor, parce qu'a priori Baylor, il y a beaucoup plus d'optimisme hein, de par l'arrivée de Mitch Thompson et puis les transferts arrivés. BYU pour le coup, on parle de beaucoup de talent, mais par contre beaucoup de talent au niveau des joueurs les plus jeunes en fait. C'est une équipe qui a priori devrait lancer pas mal de freshmen cette saison. Et si c'est pas des freshmen, ça serait des sophomores, c'est-à-dire des deuxième années. Donc ça fait un peu peur, hein, puisqu'ils arrivent dans une conférence avec des battes parmi les meilleures battes hein, du pays tout simplement. Et notamment quand on est lanceur par exemple, même si on a on est un lanceur de talent, on arrive en tant que freshman dans une conférence aussi forte, face à des grosses powerhouses offensives, on risque de voir des choses assez terribles et difficiles pour des années 1 ou année 2 hein, en termes de fac, en termes d'années à la fac, pardon. Donc BYU, on parle beaucoup d'un joueur, c'est Maddox Peck. Donc Maddox Peck, il sort à peine du lycée, hein, c'est un freshman cette saison. Et il pourrait débuter hein, dans la rotation alors que c'est un freshman, c'est assez rare pour le souligner. C'est clairement un joueur sur lequel la balle rapide est la balle principale hein, de ce que j'ai lu. J'ai pas vu assez de choses sur les autres balles qu'il pourrait lancer. Donc ça va être
pas mal de, comment on dit, de questions mark, désolé pour l'anglicisme, pour ce BYU. Et aussi, il faut le savoir, BYU, déjà en West Coast Conference, c'était pas fameux. L'année dernière, c'est 13 victoires pour 14 défaites. Et au bilan global, c'est 24 victoires pour 28 défaites. Donc c'est assez compliqué de les imaginer avoir une grosse embellie. Tout va dépendre de comment clique, hein, autant de jeunesse, hein, comment cette jeunesse clique dans une conférence, encore une fois, aussi compliquée. Si le talent fait la part belle et prime sur l'expérience, bah, BYU pourra très bien se défendre, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de talents projetés, en tout cas. Euh, pour vous donner quelques noms à la batte, je peux vous en donner notamment un, c'est le sophomore Luke Anderson. Luke Anderson, l'année dernière, c'est 6 home runs, 32 points produits, 12 doubles et une moyenne à la batte de .294. Et surtout, c'est une, comment on peut dire ça? C'est une, waouh, j'ai perdu mes mots. C'est un diamant brut, voilà, je cherchais un mot. C'est un diamant brut, tout simplement. On dirait qu'aujourd'hui, ça va être vraiment compliqué. C'est un diamant brut, encore une fois, et on espère en fait cette fameuse breakout year entre la freshman year, donc sa première année, et la sophomore year, donc sa deuxième année. Donc c'est le nom principal dont je peux vous parler. J'ai lu aussi qu'il y avait un autre joueur qui était intéressant, c'est Cooper Vest. Cooper Vest, lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui a eu l'année dernière une moyenne à la batte de .359, 16 doubles, 8 home runs et 46 points produits. Et on parle de lui comme étant, hein, je vous lis clairement ce qu'il y avait écrit sur le rapport, hein, ils appellent ça le purest hitter, donc c'est-à-dire le frappeur le plus pur, on va dire, de cette équipe de BYU. À part eux, j'ai pas vraiment de nom. C'est aussi une fac que je connais pas assez, que je n'ai pas suivi assez pour vous donner beaucoup d'insight, hein. Tout ce que je vous donne là, c'est vraiment ce que j'ai lu. Et c'est aussi pourquoi, quelque part, je les mets aussi bas. On parle très clairement d'inexpérience, du talent, mais du talent assez brut. À voir comment ça se translate, ça se traduit pour des joueurs pour lesquels ça va être leur première année à la fac. Donc il faut l'imaginer aussi. Donc voilà, BYU en 12e position. En 11e position, on retrouve une autre nouvelle venue, c'est Cincinnati. Alors pareil, Cincinnati, c'est pas une fac baseball, hein. Ils n'ont pas un gros record en termes de baseball. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, la dernière fois qu'ils sont allés au tournoi national, c'était en 2019. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'ils ont gagné le tournoi de leur conférence, hein, quand ils étaient dans la AAC. Mais avant 2019, hein, ils y étaient allés qu'en 1974. Donc, faut voir, hein, faut comprendre que c'est pas une fac, hein, du tout orientée baseball à la base. Mais avec ce mouvement vers la Big 12, il est annoncé qu'ils ont aussi décidé de vraiment lancer cet élan, hein, entamé à la fin des années 2010, hein, où ils ont vraiment tenté de lancer Cincinnati vers la voie du baseball, hein. Ça s'est pas très très bien passé au final avec Scott Googins. Et là, en fait, ils partent avec un nouvel entraîneur qui lui a fait vraiment ses preuves, c'est Jordan Bichel. Donc Jordan Bichel, en deux, trois mots, c'est un coach réputé dans le college baseball en général, que ce soit en NCAA, mais dans d'autres organisations college baseball. Par exemple, il a d'abord entraîné en NAIA, hein, l'autre grosse organisation, hein, principale de college baseball pour les cursus 4 ans, hein, donc pas pour les JUCO, mais pour les cursus 4 ans. Là-bas, il avait notamment un bilan de 74 victoires pour 45 défaites. Puis ensuite, il a intégré, il est devenu le head coach, hein, tout simplement, de Central Michigan. Donc là, c'est à la fin des années 2010, hein, 2019. Et dès sa première saison avec Central Michigan, hein, dans la MAC, il va être coach de l'année. Je pense qu'il va aussi gagner, ouais, c'est ça, il va gagner la saison régulière de la MAC, et il va aussi gagner le tournoi, hein, de la MAC, ce qui va lui permettre d'aller, hein, tout simplement au tournoi national avec Central Michigan. En 2021, rebelote, il gagne la saison régulière, par contre il ne gagne pas le tournoi de MAC. Et en 2022, il ne remporte pas la saison régulière, mais par contre il remporte le tournoi de MAC, ce qui leur permet également de repartir au tournoi national. Donc voilà, avec une fac comme Central Michigan, il a fait du très très bon boulot.
Et là, il va arriver dans une fac qui veut cette fois-ci mettre des sous, hein, très simplement investir encore plus et devenir une place plus importante, avant de même parler de place forte, une place plus importante du college baseball. Pour ce faire, bah voilà, il va avoir les coups des franches, hein. C'est vrai que sa première saison, la saison dernière Cincinnati en American Athletic avait terminé avec un bilan de 10 victoires et 14 défaites, pour un bilan global de 24 victoires et 32 défaites. Là, très clairement, ce qui est intéressant avec Cincinnati, c'est son line-up. Au niveau du line-up, il y a des choses, il y a eu des mouvements, il y a eu des choses à porter, et il y a aussi des joueurs qui sont là et qui vont le rester, hein, tout simplement. Par exemple, je sais qu'on parle pas mal d'un joueur qui est première base, c'est Tommy O'Connor. Tommy O'Connor, en fait, très simplement, la saison dernière, il n'a pas eu beaucoup d'at-bats. Malgré ça, avec, je pense que c'était une 70aine, enfin 75 ou 76 at-bats, voilà, quelque chose d'assez faible. Malgré tout, il a montré des flashs de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'il pourrait apporter en termes de contribution de manière plus régulière, hein. L'année dernière, c'est donc .303 de moyenne, avec 2 doubles, 2 triples et 8 home runs, avec un OPS, hein, de 1.151. Euh, c'est pour moi le premier joueur dont on va parler le plus. Il y a un autre joueur, hein, comment il s'appelle déjà? Alors je vais vous le retrouver tout de suite. C'est John Cross. John Cross, en fait, c'est la représentation même, hein, de ce que je disais en termes d'investissement, puisque c'est un transfert et c'est un gros transfert. C'était clairement le, le gros joueur, le gros frappeur de la MAC, hein. Il jouait pas donc pour Bichel, puisqu'il il jouait pour un de ses concurrents, il jouait pour Eastern Michigan. Mais avec Eastern Michigan, la saison dernière, c'est .376 de moyenne à la batte pour 15 home runs et 70 points produits et un OPS de 1.083. Et tout ça, sachant il n'a été strikeout que 26 fois. 26 fois sur une cinquantaine de matchs, c'est quand même très intéressant. Il va falloir voir s'il arrive à faire la transition, bien sûr, en Big 12, mais ses points forts à la batte, notamment sa discipline, normalement il ne devrait pas la perdre. C'est vrai qu'il va peut-être devoir avoir plus d'opposition compliquée face à des lanceurs plus expérimentés ou plus forts ou plus talentueux en Big 12, mais on espère qu'il arrive à lead, et surtout avec son expérience, qu'il arrive à lead un peu ce line-up, cette représentation offensive de Cincinnati. Au côté, enfin, voilà ce qu'il faut en termes de line-up, mais côté pitching, pardon, là pour le coup, j'ai très très peu euh, d'insight, on va dire. J'ai très très peu d'informations là-dessus. Euh, je peux pas vous dire exactement ce qu'on peut attendre en termes de pitching, si ce n'est que c'était pas bon, hein. Si on regarde les chiffres, hein, ils avaient un IRA au global de 6.74. Et surtout, si on regarde le fait que leur ace, c'est Chase Hopewell, n'est plus là. Voilà. Donc ça fait un peu peur. Euh, A priori, ils veulent partir sur mettre en place, on va dire, mettre en haut de l'affiche des joueurs qui ont montré des flashs de talent, mais qui étaient super jeunes. Je pense notamment au sophomore Tommy Boba. A priori, Tommy Boba devrait être l'ace. L'année dernière, bon, pour quand même pas beaucoup non plus de start, il a eu un IRA de 6.27. Il a donc alterné start et bullpen. Il a fait quand même 14 matchs au total. Il a eu un ratio aussi, c'est ça qui a noté, hein, un ratio strikeout walk de 43-23. C'est-à-dire 43 strikeouts pour 23 walk, 23 buts sur balle. Ce qui est espéré de la part de Bichel, et c'est pour ça qu'il veut le responsabiliser aussi, c'est cette fameuse breakout year. Chez ce pitcher, il a vu des grosses qualités et maintenant il veut en fait clairement l'établir comme un lead, peut-être pas le ace encore, quoique en début de saison ça pourrait être leur ace entre guillemets potentiel, hein, c'est-à-dire celui qui va commencer le vendredi. Mais en tout cas, il veut le mettre au devant de la scène pour vraiment le tester et voir s'il est capable, hein, tout simplement de répondre en fait aux attentes. Voilà ce que je peux vous dire sur les pitchers, parce que j'ai pas assez d'informations là-dessus. J'ai regardé sur les rapports, il y a des joueurs dont j'ai vu les noms, hein. Il y a un senior notamment Seth Logg qui apparemment est très intéressant et qui devrait compléter cette rotation. Euh, il est notamment connu pour avoir une balle rapide qui est à peu près entre 90 et 94 miles par heure.
Et surtout, c'est qu'il a cette expérience qui lui permet de pouvoir combler les brèches. Si par exemple on a assez de joueurs forts dans la rotation, il pourrait basculer dans le bullpen pour apporter ce qu'il sait apporter. Si par exemple Boba ne répond pas aux attentes, on pourrait très bien retrouver ce safe log en tête de la rotation. Donc voilà, c'est potentiellement ces joueurs-là dont je peux vous parler. J'ai pas assez d'informations pour en parler d'autant plus et j'ai pas envie de juste étendre la prévue sur Cincinnati alors que j'ai pas assez d'informations. Mais toutes ces inconnues aussi font partie des choses qui font que je les place aussi bas, hein, c'est-à-dire 11e dans cette Big 12. Voilà, voilou. En 10e position, toujours pas de surprise, hein, ça va être encore une nouvelle venue puisque je vais vous parler de UCF. Pareil, hein, UCF au niveau historique, c'est pas incroyable, hein, il y a eu quelques apparitions au tournoi national. La dernière en date, c'est 2017. En termes de conférence, hein, ils sont dans la AAC, ils ont été champions de conférence en saison régulière en 2017 également. C'est la dernière saison où ils ont fait vraiment quelque chose, on va dire, d'incroyable. Faut savoir aussi que UCF, ils n'ont pas toujours été dans la AAC, hein, donc maintenant vous le comprenez comme pas mal de facs qui ont changé de conférence à autre, puisque on a pu retrouver par exemple UCF dans l'Atlantic Sun, et c'est-à-dire dans l'Atlantic Sun hein, qu'ils ont eu leurs meilleures années en termes de baseball, hein, puisqu'ils ont réussi à être champions là-bas plusieurs fois dans les années 90 et même au début des années 2000. Mais bref, pour cette saison, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau maître à bord, hein, c'est Rich Wallace. Rich Wallace, c'est un entraîneur qu'on a plutôt vu être un assistant dans différentes universités. Par exemple, Rich Wallace, il a fait partie de ce coaching staff de Notre-Dame quand ils sont partis jusqu'au College World Series il y a 2 ans, en 2022. Et ce qui est marrant, hein, ce que je notais, donc je vais carrément vous répéter ce que j'ai lu puisque ça m'a fait un peu sourire. Il a recruté dans son coaching staff un ancien rival. Norberto Lopez, en fait, avait le même rôle qu'avait Rich Wallace quand il était, par exemple, à Notre-Dame ou Florida State, etc., etc., donc plutôt un assistant. Norberto Lopez, c'est la même chose à Miami. Et du coup, en fait, ce que je lisais, c'est qu'ils ont souvent eu des clashs parce qu'ils avaient plusieurs casquettes, et notamment cette casquette un peu de recruteur, ou en tout cas de scout, voire recruteur, vous savez, au niveau des lycées, au niveau des JUCO, etc., etc. Et apparemment, ils étaient souvent l'un contre l'autre en train d'essayer de négocier avec des joueurs, de gagner un joueur vis-à-vis de l'autre. Donc c'est assez marrant la petite anecdote vis-à-vis de ça. UCF a fait une saison, somme toute, sympathique la saison dernière, hein, avec un bilan quand même positif, hein, à noter en tout cas au niveau global, hein, 33 victoires, 26 défaites. Au niveau de leur conférence, ils ont terminé à l'équilibre, hein, 12-12. C'est pas forcément une fac dont on attendait des miracles. Et cette saison, ils vont devoir quand même se battre face à ce qui se fait de mieux en termes de baseball universitaire, hein, au niveau national, en tout cas ce qui se fait de mieux dans les peut-être 40-50 meilleures universités du pays, facilement. Donc c'est beaucoup de questions sur lesquelles Rich Wallace va devoir répondre. Par exemple, il faut savoir, c'est que la rotation va partir avec des joueurs qui n'ont pas eu des grosses saisons. Dom Stagliano, qui normalement est déjà un joueur de la rotation, a terminé l'année dernière avec un IRA qui est de plus de 6, ce qui est assez compliqué. J'avais lu également qu'ils avaient recruté de Tyler Nesbitt, qui vient de Florida. Donc là, ça peut apporter de l'expérience, sachant que c'est un lanceur ex-SEC quand même. Donc il y a de l'expérience à ce niveau-là. Mais clairement, leur meilleur joueur en termes de lanceur, c'est Najer Victor. Najer Victor, c'est un joueur dont beaucoup parlent. Je voyais même des rumeurs comme quoi il pourrait intégrer le transfert, enfin le portail des transferts. C'est un closer, il a une balle rapide, il a une cutter et il a une slider. Et l'année dernière, il a été connu pour réussir à tenir, à limiter les attaquants, les attaques adverses à une moyenne à la batte de .216. Donc au niveau, déjà en général c'est super, mais au niveau college baseball, croyez-moi, c'est vraiment très très impressionnant. Donc c'est lui un peu qui va faire office de star en termes de lanceur, et surtout c'est lui un peu qui va rassurer, par exemple, si UCF est toujours en tête à l'entrée hein, du clutch. Avoir quelqu'un comme Najer Victor en tant que closer, ça aide hein, pour se sentir un peu plus serein. Au niveau du line-up, j'ai vu quelques noms. J'ai vu un nom comme Andrew Brait. J'ai pas pu voir ses stats. Par contre, il y a un joueur dont tout le monde parle, c'est Andrew Sundin. Andrew Sundin, l'année dernière en tant que sophomore, c'est quand même
une moyenne à la batte de .340 avec 16 home runs, 54 points produits, 10 doubles. Et voilà, c'est aussi un joueur qui défensivement est très très bon. Donc c'est un joueur clairement dont on va surveiller un peu la production des deux côtés, hein, défensivement et offensivement, puisqu'il devient junior cette saison, c'est-à-dire qu'il est potentiellement éligible à la draft. Voilà, c'est clairement les deux joueurs que je peux, on va dire, highlight concernant UCF, hein, donc Najee Victor côté lanceur et Andrew Sundin côté, on va dire, line-up et frappeur. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, si ce n'est qu'on va espérer des breakout years. Par exemple, j'avais remarqué qu'ils ont un outfielder qui est pas mal cité, c'est AJ Nessler. AJ Nessler, c'est un joueur qui, l'année dernière, en tant que freshman, n'a pas eu une saison incroyable, hein. Il y a une moyenne à la batte de .283, il y a eu 2 home runs et 28 points produits. Mais c'est surtout un joueur qui est très important puisque c'est leur center field et apparemment c'est un center field qui a des promesses, vous savez, au niveau défensif notamment, qui peut être très intéressant. Donc ce qu'ils espèrent, c'est qu'au niveau offensif, il arrive à augmenter sa production et être un joueur d'impact des deux côtés de la balle. Donc voilà pour UCF, hein, je les place donc en 10e position. On va arriver aux places proches des places qui peuvent être intéressants pour arriver au tournoi national. Je rappelle par exemple que la saison dernière, la Big 12 était la 3e conférence avec le plus d'équipes qu'il a représentées lors du tournoi national, avec 6 équipes sélectionnées pour ce fameux tournoi. C'était par exemple devant même la Pac-12 qui en avait amené 5, et c'était juste derrière donc l'ACC avec 8 et la SEC avec 10. On va arriver en plus à un carrefour, puisque je vais vous dire la vérité, pour moi des positions 5 à 9, ça a été très dur de départager, et j'aurais pu, le 9e que je vais annoncer aurait pu être le 5e et vice versa, etc., etc. Donc on va passer au 9e, avec donc à cette position pour moi les Kansas Jayhawks. Alors ces fameux Jayhawks, pour le coup, c'est pas une fac réputée du baseball universitaire, hein. Ils ont quand même réussi à atteindre l'école World Series en 1993. Et puis si on regarde vraiment le record historique, hein, ils ont plus de victoires que de défaites, ce qui est quand même pas anecdotique. Mais bon, ça fait presque 10 ans, non, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été au tournoi national. Donc c'est la preuve qu'on n'est pas forcément sur un programme historiquement fort en baseball. C'est surtout qu'il y a une petite descente aux enfers. Mais là, ils viennent avec un nouveau head coach, hein, Dan Fitzgerald. Et ils vont essayer donc de mettre en place ce qu'on voit avec beaucoup d'autres nouveaux head coachs, c'est-à-dire mettre en place des fondations. La saison dernière, on va commencer par 2022 rapidement. 2022, ils avaient quand même un groupe très intéressant, très intriguant. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis ensuite vers trouver meilleure place au soleil, qu'on va dire, notamment Maui Auna, hein, qui était un des prospects potentiels de Kansas, qui ensuite est parti du côté de Tennessee. Mais c'était pas le seul, on a vu quand même beaucoup de mouvements, hein, même à TCU. Je me rappelle qu'il y avait Ryan Vanderhey, par exemple, qui était arrivé du côté des Horned Frogs en provenance des Jayhawks. Donc, il a fallu travailler pour Fitzgerald pour pouvoir commencer à mettre en place des choses assez solides, et notamment via les transferts. Donc, ce groupe de Kansas est très intéressant, très intriguant, puisqu'il y a eu des transferts bien sentis, pas forcément avec des noms connus dans le portail des transferts, mais par exemple, rien qu'au niveau des lanceurs, des joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient très intéressants. Je pense notamment à Ethan Lantier. Donc, Ethan Lantier, en fait, c'est un joueur qui joue en 2e division, mais il a surtout montré de très belles choses lors de la Cape Cod League, hein, cette fameuse ligue d'été dont je vous ai parlé il y a quelques podcasts. Là-bas, il a eu un IRA de 2,82 et un ratio de 32 strikeouts pour 11 buts sur balle, et tout ça en 22 manches de travail. Donc c'était très intéressant sur, c'est vrai, on va dire un poids de travail, parce que je cherche encore une fois mes mots comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant, mais un poids de travail pas non plus énorme, hein. Je rappelle que ça reste une off-season league et assez courte en termes de temps, mais il a surtout montré en fait qu'il était capable d'avoir une balle rapide très très intéressante, qui peut aller jusqu'aux 95 miles par heure,
Et puis voilà, à côté de ça, il a d'autres armes au cas où, notamment une slider qui apparemment est intéressante. À côté de lui, là je vais pas parler forcément de transfert, mais l'autre nom dont on entend souvent parler, en fait, c'est pour le coup un freshman. Et ce freshman, pour le coup, c'est... alors, je cherche son prénom, parce que comme souvent j'ai les noms, mais pas les prénoms. C'est Dominique Voigel. Alors, je sais pas comment on le prononce. Je vais vous dire comment ça s'écrit, c'est Voegele. Peut-être on peut dire Vogel, parce qu'on va le dire en mode français. Mais c'est un freshman qui était très intriguant pour pas mal d'observateurs, et c'est Kansas qui a réussi à le récupérer. Et preuve de leur confiance, c'est qu'ils veulent directement le mettre en fait dans la rotation du week-end, donc en potentiel ace, ou en tout cas dans les 2-3 starters du week-end, ce qui montre non seulement la confiance, mais aussi la dangerosité. Comme je dis souvent, pour un freshman, ça peut être à double tranchant de commencer directement starter dans les plus grosses conférences du pays. Donc lui aussi a une balle rapide, toujours en développement, qui peut atteindre les 94 miles par heure au moment où il a été enregistré lors des scrimmages d'automne. Et apparemment, il a une balle cassante. Alors, je ne connais pas le type de balle cassante qu'il a. Est-ce que c'est plutôt une slider? Est-ce que c'est plutôt une curveball? J'ai pas eu assez de détails là-dessus, mais tout ça pour dire qu'il est très intéressant. Et surtout, il vient donc avec ce lentilleur venu du D2. Ils viennent en fait tout simplement renforcer un groupe qui avait quand même déjà des additions, enfin des gens assez solides, à défaut d'être super talentueux. Il y avait Rhys Dutton, il y avait Grant Adler par exemple, des joueurs notamment de la rotation, et puis ils ont un bullpen qui peut être intéressant. Pas ouf, mais intéressant. Donc ça, c'est parti, on va dire, lanceur. Côté batteur, il y a du beau monde déjà qui revient. Je vais un peu évacuer quelques noms à retenir, mais sans que ce soit pour moi le joueur à vraiment suivre. Je vais finir par ce joueur-là après. Mais vous pouvez retenir des joueurs comme Chase Jones, qui la saison dernière par exemple c'était 10 home runs et 50 points produits en .314, .386 et .531 en termes de average, OBP et SLG. De même, Jansen Reader, qui a fait beaucoup de bien offensivement, mais qui était un peu plus en délicatesse défensivement, et qui ferait beaucoup DH d'après le rapport d'automne ce printemps, avait réussi 12 home runs avec des moyennes à la batte de .276, un OBP de .371 et un slugging percentage de .558. Et le receveur Jake English, 10 home runs de son côté aussi, avec une moyenne à la batte beaucoup plus faible par contre, 1.219 c'est assez compliqué, mais il a quand même réussi à être assez productif. Donc ça, ce sont des joueurs qui reviennent, qui sont intéressants pour au moins amener de la productivité, même s'il y a quand même pas mal de strikeouts dans ce groupe de personnes. Après, ce qui est intéressant surtout, c'est les transferts. Il y a un transfert que j'aime bien, moi. Le premier, c'est le transfert qui vient de New Mexico. C'est Lenny Ashby. Alors, l'année dernière, c'était un sophomore, et il avait réussi 9 home runs et 18 doubles, mais surtout avec une moyenne à la batte de .381. C'est ça qui est très intéressant. Sa saison freshman était une grosse saison d'ailleurs, parce qu'il faisait partie des jeunes, des freshmen dont on parlait dans le pays, alors qu'il était plutôt dans une mid-major. Il avait réussi 17 home runs. Je rappelle qu'en college baseball, si on va pas jusqu'au bout du tournoi national, en gros on fait une cinquantaine de matchs vraiment au max sur la saison. Et même en allant au bout, on fait une soixantaine, vraiment maximum. Donc c'est 17 home runs en 50 et quelques matchs, c'est très intéressant en tant que freshman, avec une moyenne à la batte déjà à cette époque-là de .341. Donc il va apporter aussi quelque chose de très très intéressant. Et puis en plus, il peut jouer a priori right fielder. C'est un des trous qu'avait Kansas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un joueur très intéressant. Il y a un autre joueur qui pourrait pourquoi pas jouer un peu dans l'outfield, c'est Cooper Combs. C'est un transfert du JUCO. A priori c'est un joueur très intéressant. Mais bon, je vais arrêter de donner des noms, de faire du name dropping. Moi, je voulais surtout parler d'un joueur particulier. C'est un joueur qui peut vraiment devenir une star déjà de la Big 12 et une star déjà de Kansas. Et pourquoi pas un joueur dont on parle beaucoup au niveau national. C'est le sophomore Kodei Shojinaga. L'année dernière, c'est une moyenne à la batte de .374. Lui qui a joué seconde base en tant que freshman la saison dernière. Il avait réussi 6 home runs et 11 doubles. Et surtout, c'est que a priori, il pourrait jouer en fait
au-delà de second base, il pourrait jouer aussi première base. Et ça, c'est très intéressant pour Kansas, parce que Kansas a eu quand même pas mal de soucis défensifs. Et Kodai Shojinaga est un défenseur capable en seconde base, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont des joueurs qui sont très très bons défensivement, ou en tout cas très intéressants en termes d'expérience défensive, comme Collier Cranford, qui pourrait prendre cette place de seconde base et du coup faire jouer Shojinaga un peu plus première base par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'était le joueur vraiment que je voulais highlighter, hein, Kodai Shojinaga pour le line-up. À voir hein, comment tout ça va s'intégrer, mais c'est un groupe très intéressant. C'est pourquoi je les vois pas aussi bas qu'une dernière position de Big 12. Pour l'instant, pas haut comme je pourrais voir d'autres équipes dont on va parler bientôt, mais il y a un mix assez intéressant. Maintenant, ça va être euh, à leur coach hein, de voir en fait comment il va pouvoir faire, comment il va pouvoir mettre tout ça en place, lui qui, encore une fois, est sur une première année du côté de Kansas. En huitième position pour moi, et encore une fois, comme je l'ai dit, hein, dans cette zone de 5 à 9, j'ai beaucoup hésité. Hein. Ça serait pas étonnant de retrouver par exemple l'équipe dont je vais parler la plus haute classée parmi celles que je parle dans ce span hein, de 5 à 9, encore une fois. Hein. Mais bref, trêve d'excuses. En numéro 8, hein, Oklahoma. Alors les Sooners ont eu une saison 2023 délicate, hein, comparée bien sûr à la saison 2022, surtout la deuxième partie de saison 2022 qui les a vus aller jusqu'au final. Hein, simplement, ils ont perdu en finale face à Ole Miss. Je le rappelle pour la petite histoire, Oklahoma, c'est une grosse fac hein, de manière historique. Hein, elle a été championne, hein, 2 fois championne en 1951 et en 1994. Euh, Pareil, elle a été donc en finale en 2022. Après, elle a fait plusieurs College World Series, hein, notamment pas mal dans les années 70 et dans les années 90. Et donc voilà, une grosse fac hein, qui n'a plus grand chose à prouver si ce n'est sur la période on va dire 2020 où c'est un peu plus compliqué. Alors oui, ils sont allés en finale en 2022, mais sur la saison régulière ils se sont vraiment réveillés sur la fin. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont eu un des derniers, voilà, un sursaut d'orgueil un peu à la Ole Miss hein, justement, qui leur a permis d'intégrer le tournoi national. Et en fait ils sont restés sur la lancée de ce qu'ils avaient apporté sur la fin de saison 2022 pour aller jusqu'au bout. Comme quoi, hein, comme je le dis souvent, le baseball universitaire, de toute façon le baseball en général, mais le baseball universitaire encore plus, c'est vraiment un sport de momentum. On a pu le voir par exemple en MLB, une équipe comme les Nationals en 2019, euh, ils n'ont pas fait la plus grosse saison régulière de l'histoire, on peut dire ce qu'il en est, et ils se sont réveillés au meilleur des moments, on va dire, ils ont ride un peu, désolé pour l'anglicisme, mais ils ont un peu vogué sur la vague en fait qu'ils avaient eux-mêmes créée sur la deuxième partie de saison pour être champion, voilà, vainqueur des World Series en 2019. Bah, au college baseball, on a pu voir un peu ce style-là avec Mississippi State en 2021 ou Ole Miss, hein, justement finaliste face à Oklahoma en 2022. Bref, voici, voilou. Je sais plus comment on dit, voilou. Waouh, je pense que j'aurais pu couper au montage, mais je pense que je vais garder cette approximation pour ceux qui aiment bien quand je dis voilou. J'ai eu un gros bug. Mais bref, donc voilà pour Oklahoma, hein. Oklahoma avec Skip Johnson toujours à la barre. Euh, Très clairement, ils vont avoir une équipe avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience et notamment sur son line-up. Euh, on va voir, hein, je vais donner un peu plus de détails hein, dans quelques secondes, un peu comme d'habitude d'ailleurs hein, quand vous écoutez mes previews, comment le pitching staff va se comporter. Pour rester un peu sur les pitchers, ils ont du talent. Hein. Très clairement, Oklahoma a du talent et souvent les observateurs imaginent leur rotation, par exemple, comme une rotation qui peut potentiellement devenir élite. Ils ont tout d'abord un premier lanceur, Braden Davis, qui a une balle rapide qui est à peu près aux alentours de 95 miles par heure, lanceur gaucher. Il a une slider qui est dans la première partie des 80 miles par heure et qui est très tricky, désolé encore une fois pour l'anglicisme. Quant aux deux autres hein, qu'on peut projeter dans la rotation, voire proche de la rotation, Jamie Witt et Brandon Girton, ce sont des joueurs qui ont montré de très belles choses en termes notamment de balles rapides, notamment cet automne. Quand j'ai lu le rapport d'automne, j'ai vu par exemple que Brandon Girton c'était 97 à 98 miles par heure hein, sur sa balle rapide, quand Jamie Heath arrivait à lancer aux alentours de 95 miles par heure. Donc, en termes de potentiel, notamment quand on parle de balles rapides, cette rotation a des choses à montrer. Maintenant, ce qu'il va falloir prouver, c'est que ce n'est pas juste
des gros lanceurs, mais des lanceurs qui ont assez de commandes, assez de contrôle pour pouvoir vraiment être des mangeurs de manches. Notamment dans une Big 12, encore une fois, où on a des frappeurs élites. Donc c'est un peu, voilà pourquoi je voulais commencer encore une fois par le pitching staff, parce que comme souvent en college baseball, et d'autant plus sur les grosses équipes comme ça, on sait que l'attaque, normalement, sauf grosse panne, et on va en parler dans quelques secondes, doit pouvoir s'en sortir, mais c'est le pitching staff qui va vraiment permettre de voir les ambitions d'Oklahoma cette saison. Maintenant, si on part de l'autre côté, hein, côté line-up, là par contre il y a beaucoup moins de problèmes. Il y a des joueurs qui vont devoir un peu entre guillemets, se réveiller ou montrer ce qu'ils ont montré il y a 2 saisons lors de la saison où ils sont partis en finale. Je pense à John Spikerman. John Spikerman, en gros, si je me rappelle bien, c'était plutôt un joueur qui arrivait à jouer dans l'infield et qui avait l'année des College World Series fait des très très belles choses pour porter un peu cette équipe avec les stars de l'époque, pour porter cette équipe jusqu'en finale. L'année dernière, alors qu'il avait enfin la place, notamment avec le départ de la star un peu de cette infield d'Oklahoma, hein, Peyton Graham, hein, parti à la draft donc en 2022, bah malheureusement, Spikerman, il a eu un petit problème, on va dire, déjà de puissance, et puis au-delà de la puissance, de moyenne à la batte. Pour du college baseball, bien entendu. Hein. Il avait une moyenne l'année dernière de .270 pour 3 home runs et 33 points produits. Il est très clairement vu comme un joueur, dès qu'il est sur base, très dangereux, hein, puisque c'est un joueur très rapide. Donc il va, il va. On va dire que ses coachs, que tout l'Oklahoma, hein, que partout dans Norman, on va espérer hein, qu'il retrouve un peu ses sensations d'il y a 2 saisons, puisque si lui se réveille quand on sait qu'il y a des joueurs très solides comme Easton Carmichael, hein, Easton Carmichael c'était un freshman la saison dernière, il a quand même eu une moyenne à la batte de .306 pour 6 home runs, 48 points produits et 8 doubles. Sachant qu'encore une fois, je parle d'un freshman de la saison dernière. Donc en tant que sophomore et un potentielle augmentation de ses statistiques, il a besoin de retrouver des joueurs un peu justement comme Spikerman pour pouvoir un peu le lead. Il y a d'autres joueurs hein, qui vont pouvoir montrer des choses très intéressantes hein, et qui ont déjà montré des choses très très intéressantes. C'est Bryce Madron. Bryce Madron, l'année dernière, c'est 12 home runs pour 51 points produits. Très clairement, un joueur qui a montré des choses qui font que le staff hein, de Skip Johnson est très 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 impatient de le voir jouer cette saison. Dans le rapport d'automne notamment que je lisais, ils expliquaient que les expectations, les attentes hein, autour de ce joueur, c'était autour de 20 home runs de la saison et pourquoi pas quelqu'un qui peut aussi voler 25 à 30 bases. On pourrait retrouver donc un second J.J. Wetherholt dans cette Big 12 entre guillemets. Et c'est pas rien pour une équipe comme Oklahoma qui, à mon avis en termes d'ambition, n'espère pas être dans cette fameuse 8ème position où moi je l'aimais. Donc voilà pour Oklahoma, hein. Il y a quand même de l'expérience, il y a de la puissance, il y a de quoi faire, il y a des joueurs très 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 forts hein, offensivement. Il va falloir que certains se relèvent d'une saison un peu décevante de ce côté-là. Et après en termes de pitching, il va falloir surtout que les espoirs placés en certains pitchers puissent être valides ou validés par ces mêmes pitchers. Donc voilou. En 7ème position maintenant, on va parler d'une autre nouvelle venue, hein, c'est Houston. Les Cougars, hein, qui étaient donc dans la AAC, en compagnie de Cincinnati et de UCF notamment, sortent d'une très belle saison. D'ailleurs, il faut le savoir, Houston a été une équipe intéressante dans les années 50 et 60, hein, donc c'est pas forcément une équipe récente, enfin, qui a fait de grosses choses récemment, mais ils ont eu quand même un petit stretch hein, de 2014 à 2018 où ils sont allés plusieurs fois, enfin quasiment chaque année, hein, au tournoi national. Leur dernière apparition d'ailleurs au tournoi national date de 2018. Houston, hein, c'est clairement plus, en termes de résultats en tout cas, résultats récents, une fac de basket, hein, surtout sur ce qu'on voit récemment. En termes de baseball, comme je l'ai dit, hein, dans le passé assez lointain, ils ont fait des choses, même si en 2014, hein, ils ont réussi à être, comment on dit ça, Regional Champions, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à passer un tour, hein, le tour des Regionals au niveau du tournoi national, hein, et puis ils se sont arrêtés
en Super Regionals. Mais voilà, c'est pas une fac réputée pour le coup comme étant une grosse fac de collège baseball. Même si c'est pas non plus une fac ridicule en soi, hein, c'est juste une fac ok, on va dire. Une fac ok, je sais pas si ça se dit. Mais bref. À leur tête, ils ont toujours Todd Whitting pour, je pense, 13 ou 14e saison. Et c'est une fac qui va miser très clairement, de ce que j'ai lu, sur l'expérience. Todd Whitting et son staff, un staff qui change un tout petit peu cette saison d'ailleurs, ont pensé sur le long terme. Les joueurs qui jouent cette année sont les mêmes qui ont joué la saison dernière et qui ont joué il y a 2 saisons, voire il y a 3 saisons, voire même il y a 4 saisons. Et quand je dis 4 saisons, c'est pas la saison de 2020, parce que 2020, je rappelle, il y a eu le Covid qui a tout fermé assez rapidement. Il y a des joueurs qui étaient déjà là en 2019, pour vous dire. Même si c'était pas à Houston en soi, mais je dirais qu'ils étaient déjà dans le collège baseball en 2019. Donc il y a beaucoup d'expérience. Peut-être ça manque un peu de talent, mais vous savez, en collège baseball, on l'a vu par exemple l'année dernière avec Kentucky, enfin sur un span de 2 ans, l'expérience peut vous amener très loin, notamment quand il s'agit de pitchers. Les pitchers paniquent beaucoup moins, ont beaucoup plus l'habitude maintenant, ils ont roulé leur boss, etc. Et en plus de ça, Houston a décidé de jeter son dévolu en termes de transfert sur un joueur qui fait cliquer. Ce joueur s'appelle Jackson Jelkin. C'est donc un joueur qui vient du JUCO, Junior College, et qui est un pitcher droitier qui devrait normalement intégrer la rotation de Houston, avec une balle rapide de 95 miles par heure environ, et il a a priori d'autres cordes à son arc, notamment une slider. Euh, Très simplement, beaucoup de gens imaginent que s'il fait une grosse saison, il pourrait faire sonner les radars en termes de draft de la MLB. Alors honnêtement, je ne connais pas son éligibilité, mais vu ce que j'avais lu, j'imagine qu'il est déjà éligible à partir de 2024. En tout cas, c'est un joueur dont on attend beaucoup, d'après les observateurs, du côté de Houston, pour amener ce talent à côté de joueurs beaucoup plus solides. Euh, Par exemple, je peux vous donner deux, trois noms. Euh, Il y a des joueurs qui sont toujours là, comme alors Antoine Jean. Antoine Jean, c'est un de leurs joueurs les plus expérimentés. Et lui aussi va faire partie de cette rotation. Et ils ont d'autres joueurs, Paul Schmitz, qui pour le coup lui a un peu moins d'expérience, mais dont on attend un joli leap. Donc voilà. Donc normalement, Jackson Jelkin, Antoine Jean et voire Paul Schmitz pourraient être ce que Houston espère avoir en termes de rotation. En termes de joueurs de position, ils ont déjà des joueurs très solides. Je pense à Anthony Tulimero, le receveur. Je pense à Harold Cole, le deuxième base. Et puis ils ont fait aussi des transferts. Il y a un transfert qui compte. C'est le 5e année qui vient de Maine. Maine, ça doit être America East, la conférence. Alors là, je vous dis un truc, mais il faudra que je vérifie. Lors de mon prochain podcast, je vous dirai si c'est bien, si j'ai bien raison ou pas, pardon. Mais il vient de Maine en tout cas. C'est Jake Reynes. Et a priori, c'est un joueur aussi sur lequel on va compter beaucoup en termes de joueurs de position. Un dernier joueur avant de quitter Houston, sur lequel vous allez sûrement cliquer si vous êtes intéressé un peu par les two-way players, c'est Justin Murray. Justin Murray, l'année dernière, il a joué en tant que two-way, il a été très bon. Tout d'abord, offensivement, ça a été 11 home runs, 58 points produits, 11 doubles, avec une moyenne de .379 à la batte. Il a joué notamment en première base quand il ne lançait pas, puisqu'il faut le savoir, il lançait également, surtout en tant que closer. Et en tant que closer la saison dernière, c'est 3.07 d'IRA sur 41 manches. Donc c'est très intéressant. Et voilà, c'est un des joueurs un peu fondamentaux de ce corps un peu de Houston. Donc on va voir ce que peut faire Houston dans cette conférence assez stacked. Ils ont l'expérience pour eux. L'expérience a déjà permis, comme j'ai dit, je donne encore l'exemple de Kentucky parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple le plus récent. L'expérience a pu permettre de combler des lacunes en termes de stars, en termes de puissance, en termes de joueurs exceptionnels. Quand vous n'avez pas de joueurs exceptionnels, vous essayez d'avoir un groupe très expérimenté et très solide ensemble, une sorte de core très fort. Et c'est ce que Houston a, et c'est pourquoi moi je les vois dans cette position. Ça veut dire que une équipe qui peut potentiellement se retrouver proche des équipes qualifiables pour le tournoi national. Au
porte du top 5 en 6ème position. Désolé pour eux, mais c'est une équipe qui a été très 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 intéressante. C'était un peu la darling de la saison dernière en Big 12. C'est West Virginia, les Mountaineers, comme on les appelle, une équipe qui n'est pas forcément une grosse fac de college baseball, mais qui arrive à être assez solide, notamment dans sa période Big East. On a réussi à faire des choses assez intéressantes au début de cette période-là. Euh, c'est une équipe qui est donc arrivée en Big 12 en 2013 et qui n'a pas eu beaucoup d'apparitions au tournoi national. C'est 2017, 2019 et 2023 sur les années récentes. Mais c'est une équipe qui l'année dernière a vraiment ébloui tout son monde. Derrière leur coach, dont c'est la 11e ou 12e, 11e ou 12e saison, je dirais 12e saison cette année, c'est Randy Mazet. Ils ont été éblouissants, mais pas pour rien, parce que dans cette équipe, il y a une star. L'une des grosses stars du college baseball se retrouve à West Virginia, et c'est le shortstop slash infielder, J.J. Weatherholt. Pourquoi je dis slash infielder? Puisque il n'est pas que shortstop, enfin il peut jouer dans plusieurs positions de l'infield. Il a joué l'année dernière shortstop principalement, mais on pourrait le retrouver en fonction des combinaisons défensives, par exemple en deuxième base. Ça peut être une option. C'est surtout un joueur, le genre de joueur qui vous fait cliquer pour le collège baseball, puisque l'année dernière, je vous donne ces chiffres, 16 home runs, 60 points produits, 35 bases volées, 23 doubles à .449 de moyenne à la batte. Vous avez bien entendu. Sachant qu'en plus, l'année dernière, il n'a pas pu être à 100% tout le temps. Bon, après, vous me direz, voilà, les sportifs, en général, ils ne sont pas tout le temps à 100%, mais voilà, c'est pour dire qu'il a eu quand même pas mal de petits pépins physiques. Mais c'est vraiment le joueur, pour l'avoir vu jouer beaucoup pour le coup, c'est vraiment le joueur qui vous fait regarder un match de baseball, même si le reste, par exemple, de l'équipe n'est pas au niveau, qu'on voit des erreurs, etc., etc. C'est vraiment le joueur qui... Vous voulez voir chacun de ses at-bats, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il va vous faire encore comme dinguerie. C'est clairement le meilleur joueur, mais c'est pas le seul. C'est ça qui fait que West Virginia pour moi est assez haut euh, en termes de joueurs de position. euh, j'ai envie de dire que par exemple première base Grant Hussey va pouvoir apporter toute sa science, toute son expérience et sa science de la batte, en tout cas au niveau productivité, parce qu'à derrière c'est 14 home runs et 46 points produits. Ce qu'on va lui demander peut-être, c'est d'être un peu moins facile à whiff, c'est-à-dire facile à tenter d'atteindre des balles et juste de frapper dans le vide, tout simplement. Parce que l'année dernière, c'est quand même 72 strikeouts, ce qui n'est pas rien. Euh, c'est un peu ce genre de joueur, quand on a une star comme Weatherholt, on a besoin que d'autres joueurs suivent le pas. Et certes, Grant Hussey, c'est aussi un joueur leader, et notamment défensivement, mais on va lui demander d'être vraiment le joueur, un des lieutenants en fait principaux de Weatherholt cette saison. Côté pitcher, déjà on a une grosse absence à noter, c'est le départ pour un rival dont on va parler un peu plus tard, enfin peut-être beaucoup plus tard, Ben Hampton. Ben Hampton, c'est ce lanceur gaucher qui a fait une très très bonne saison la saison dernière en tant que starter, et qui va donc manquer cette rotation potentielle de West Virginia, mais ils ont quand même du talent à revendre. Alors tout d'abord, on va parler d'un freshman, une fois n'est pas coutume. Alors ce freshman s'appelle Chase Meyer. Au niveau du lycée, c'était un joueur assez bien regardé, assez bien vu en termes de prospect, notamment puisqu'il a une balle rapide qui peut aller jusqu'à 97 miles par heure. Et vous savez, ce genre de profil est de plus en plus idéalisé, même si ça ne veut pas dire qu'il a... c'est encore un diamant brut, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il est déjà prêt à traumatiser des attaques adverses. Il a également une change-up qui est a priori intéressante, et on parle aussi d'une balle cassante, et je ne sais pas quel type de balle cassante il a, mais clairement c'est un des joueurs qui est le plus discuté parmi les scouts. Donc il faut le savoir, pour l'instant il va commencer a priori en sortant du bullpen, ce qui paraît beaucoup plus raisonnable. Et ensuite, à part lui, on va surtout regarder des joueurs qui ont du potentiel, que ce soit des joueurs qui reviennent encore pour une saison supplémentaire du côté de West Virginia. Il y en a un dont on va parler dans quelques secondes, mais juste avant, je vais citer deux noms. Alors ces deux noms sont deux transferts, Hayden Cooper et Tyler Switalski. J'espère que je ne
détruis pas son nom de famille. Mais pourquoi je parle d'eux? Parce que d'après les rapports que j'ai lus sur D1 Baseball notamment, ça pourrait être des joueurs qui devraient faire partie de la rotation du week-end. Je les connais pas personnellement. Je connais pas voilà, leurs forces et faiblesses plus que ça. J'ai juste lu que les deux ont des balles rapides intéressantes, notamment Cooper qui peut aller à 97 miles par heure. Tandis que Switalski a aussi d'autres armes à son arsenal, comme une change-up a priori qui est très intéressante et une slider également à noter. Maintenant, le joueur principal dont on va espérer voilà, une belle confirmation pour son année junior, c'est Aiden Major. Alors, Aiden Major, c'est quelqu'un qui a eu, on va dire, une sorte de step back la saison dernière, après une saison freshman très 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 intéressante. En freshman, alors il avait lancé, c'est vrai, beaucoup moins de manches au final, mais il avait terminé avec une fiche de 3,49 d'IRA, sortant la plupart du temps du bullpen, mais réussissant à avoir quand même 5 starts à son actif. Pareil, il avait réussi à avoir une victoire lors de cette année-là. Et alors qu'on a essayé de lui donner, on va dire, un rôle accru la saison dernière, avec une vingtaine de manches lancées en plus, pour un total de 21 matchs auxquels il a participé, dont 3 starts, donc moins que la première saison. Il a terminé avec un IRA de 4,88. Donc on peut voir qu'il y a eu des petits soucis dans sa progression, mais ça reste un joueur qui est vu comme la pièce normalement principale de West Virginia quand on parle de rotation. On pourrait même le voir en tant que ace. On va dire que son point entre guillemets de son axe de progression principal, c'est l'augmentation de la vélocité de sa balle rapide. A priori, d'après les rapports d'automne, encore une fois, de baseball, ça a l'air d'être le cas. Il a a priori augmenté cette fameuse vélocité. Et il faut le savoir, c'est un joueur qui a aussi plusieurs pitches dans son arsenal. Donc c'est un joueur qui peut être très dangereux si voilà, le tout clique et s'il arrive à rester aussi en bonne santé. Enfin, comme j'ai dit, c'est un junior, ça veut dire que potentiellement il est éligible pour la draft. C'est pas un haut prospect de cette draft, mais ça pourrait être, en fonction d'une saison surprise, un joueur dont on peut entendre le nom de plus en plus. Donc voilà pour West Virginia, et voilà pourquoi je les place à cette position. Et on va pouvoir faire une petite pause avant de passer vers, on va dire, le top tiers de cette Big 12. On va donc entrer dans le vif du sujet de ce top tier, en fait ce top 5 tout simplement. Et moi en 5ème position j'ai Kansas State. Alors pour la petite histoire, Kansas State c'est pas une grosse fac de baseball de manière historique, même si c'est une fac qui a commencé le baseball au niveau universitaire il y a très très longtemps, en 1897. Kansas State, très clairement, c'est une fac qui, sur son histoire, n'a pas forcément marqué le collège baseball, mais il y a eu souvent des what if, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont eu des équipes dont on pensait les voir aller pourquoi pas assez loin, où on voyait certains joueurs qu'on pouvait imaginer les porter et ensuite aller dans le baseball professionnel. Et en fait, derrière Kansas State, il y a toujours cette histoire un peu de déception. Et la preuve avec la saison dernière, avec un Kansas State la saison dernière qui avait de très beaux arguments, des stars dont on va reparler un peu plus tard, et cette idée d'être assez forte dans cette Big 12 pourtant très 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 concurrentielle. Le problème de Kansas State au final, et ça a été un des points qui fait que notamment beaucoup de gens ont commencé à de plus en plus mettre en doute ce fameux RPI, cette fameuse métrique dont le comité, sur lequel le comité s'appuie en fait pour notamment choisir les sélectionnés qui n'ont pas été champions de leur conférence. Et bien Kansas State la saison dernière c'est 13 victoires, 11 défaites en Big 12, ce qui est très intéressant, qui est au même niveau qu'une équipe comme TCU, et TCU on l'a vu aller jusqu'au College World Series. C'est par contre un peu plus de difficulté à vraiment montrer ce qu'il fallait en dehors de la conférence. Et là,
Vous allez vite comprendre pourquoi je parle de ça. Kansas State n'a pas été sélectionné au tournoi national la saison dernière, alors que pour beaucoup, c'était une équipe qui méritait largement, rien que par son bilan dans une des plus grosses conférences du pays. Oui, mais voilà, ils n'avaient pas un gros RPI, puisque, voilà, notamment la force des adversaires qu'ils affrontaient en dehors de la conférence. Comme je vous le rappelle, il y a des matchs qui se passent face à d'autres facs qui ne sont pas dans votre conférence, et c'est toujours dans votre calendrier, et ça compte aussi, quelque part, pour votre résumé, pour votre CV, en fait, pour le comité, quand vous ne gagnez pas votre propre conférence. Eh bien, ils n'ont pas été sélectionnés alors qu'on a vu d'autres équipes dans d'autres conférences, comme par exemple Arizona, avec des bilans négatifs. On s'est même demandé comment ils allaient faire, ne serait-ce que terminer la saison. On les a vus se faire sélectionner, puisque ces équipes-là avaient, que ce soit par des tournois en début de saison face à des grosses équipes ou autres, cette force du calendrier qui les a portés et qui a été valuée au-dessus d'autres équipes qui avaient des bilans pourtant positifs, mais qui avaient contre elles ce fameux calendrier, donc ce fameux impact négatif vis-à-vis du RPI ou RPI. Donc Kansas State, pour finir sur ce retour dans le passé et sur ce qu'on espère pour eux dans l'avenir, c'est une fac qui est assez revancharde sur la saison à venir et qui a des forces en présence très 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 intéressantes dont on va faire un tout petit détail. Je vais vous donner en fait pour Kansas State 2 joueurs. Un joueur côté pitcher et un joueur côté line-up. Et ces 2 joueurs en fait vont être pour moi les joueurs qui vont conditionner en fait la saison, pour dire à quel point ce sont des stars en tout cas en termes de Big 12 dans cette équipe de Kansas State. On va commencer côté lanceur et je vais vous parler d'un joueur qui s'appelle Tyson Neighbors. Tyson Neighbors en fait c'est le closer de Kansas State. Il est junior, donc éligible à la draft, et d'ailleurs on parle souvent de lui, pas forcément au plus haut, mais parmi des bras en fait très intéressants pour la draft. L'année dernière c'est 11 saves pour un ERA de 1,85. Il a lancé pour un peu moins de 50 manches, et il avait un ratio strikeout but sur balle en 48 manches pour être exact, de 86 strikeouts pour 16 buts sur balle concédés. Donc c'est-à-dire un très très bon ratio, un vrai closer comme on en fait de temps à autre en termes de qualité au niveau college baseball. Et il faut le savoir, il arrive à maturité en plus en étant maintenant junior, avec cette idée qu'il va normalement être encore une fois le joueur, le joueur en termes de lanceur sur lequel il va falloir compter du côté de Kansas State. Il a joué aussi pour Team USA cet été, parce que je rappelle aussi que pendant l'été, tout le monde n'est pas en vacances, il y a la Cape Cod League dont j'ai parlé et reparlé, mais il y a aussi les matchs notamment des équipes de jeunes, par exemple Team USA, des jeunes face à Team Japan et tout ça, donc on va dire un peu, si on veut prendre le vocabulaire du foot, les espoirs. Voilà, c'est un tout petit peu biaisé, mais on va dire voilà, c'est à peu près les espoirs. Et très clairement, quand on joue pour Team USA chez les jeunes, c'est qu'on fait partie de ces prospects qu'on imagine entrer dans le baseball professionnel à tout moment, en fait, tout simplement. Là-bas, pour Team USA, il a continué à démontrer ses grosses qualités, et pour vous parler de ses qualités, c'est une balle rapide très 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 intéressante et a priori très impactante, qui peut atteindre les 98 miles par heure, et également une curveball à 82 miles par heure environ, qui a priori a une très belle rotation, on parle beaucoup de cette rotation. Il a également une cutter dans ses balles un peu à mouvement, qui reste proche d'une balle rapide, parce que sa cutter atteint quasiment les 90 miles par heure, je pense qu'elle a été notée à 89 miles par heure par endroit et par moment. Donc c'est très simplement le type de joueur qui va agresser le batteur adverse. En tant que closer, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on espère, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui est capable de générer des strikes et des strikeouts. Donc voilou pour la première star dont je voulais parler, Tyson Neighbors, pardon. Et l'autre joueur, lui pour le coup, il est dans le line-up. C'est un 3e base qui en sophomore a fait des très très belles choses. Il s'appelle Kalen Culpepper. Avec lui, on parle d'un potentiel gros prospect, un prospect qui pourrait très bien, pourquoi pas, être appelé dès le premier tour ou le second tour de la prochaine draft. On parle d'un joueur, un fameux 5 tools, qui a un peu tout ce qu'il faut, tout ce dont rêvent en fait les scouts, les entraîneurs et compagnie en termes de pro baseball. Très très bon défenseur en 3e base, une grosse puissance de bras, notamment pour les actions défensives, pour les relais, etc. Une bonne rapidité, de l'athlétisme,
Et surtout au niveau offensif, une batte où la discipline et la puissance ont été bien prouvées, par exemple avec Team USA, parce qu'il était aussi avec Team USA, il a eu une moyenne de .471 à la batte, et il a réussi aussi 3 home runs notamment. Et si on peut espérer de lui encore plus de discipline et être capable de provoquer plus de buts sur balle qu'il ne l'a fait la saison dernière avec 16 seulement, c'est quand même un joueur que la saison dernière a terminé avec 10 home runs, 41 points produits, avec une ligne de stats de .325, .423 et .576, respectivement en moyenne à la batte, en OBP et en slugging percentage. Donc l'un des très gros joueurs du college baseball, forcément des très gros joueurs de la Big 12, et donc un potentiel draft, un potentiel choix de draft très très haut. Donc à eux deux, ils vont quelque part tirer les rênes, tirer vers le haut le reste de l'équipe, une équipe qui a quand même pas mal d'expérience, et également des joueurs venus les renforcer en termes de transfert. Je vous donne quelques noms. Il y a un joueur, David Bishop, qui vient de TCU, donc de la même conférence, qui n'a pas eu beaucoup d'at-bat du côté de TCU. Il avait quand même, c'était assez bouché, lui qui joue première base, c'était assez bouché là-bas, donc il va amener sa défense en première base, et puis on espère une belle production offensive. Il y a un autre joueur qui est arrivé que j'aime bien moi, c'est l'ancien de Wichita State, le senior Chuck Ingram. Lui, c'est dans l'outfield qu'on va le retrouver. Un joueur qui offensivement a apporté 9 home runs, 41 points produits et 19 doubles, avec des moyennes de .362 à la batte, un OBP de .437 et un slugging percentage de .579. Donc un joueur très intéressant, dont malheureusement le gros défaut est le strikeout rate qui est assez élevé, mais avoir ce genre de batte avec beaucoup d'expérience dans son line-up, c'est très intéressant dans tous les cas. Donc voilà, comme j'ai dit, pour moi Kansas State va aller aussi loin que ses deux stars principales pourra l'amener en fait, tout simplement, et on espère qu'ils pourront donc l'amener au plus haut. En quatrième position maintenant, donnez-moi de l'histoire, donnez-moi du titré avec Oklahoma State. La fac de Stillwater dans l'Oklahoma est une des grosses facs historiques du collège baseball. Ils ont déjà été titrés dans les années 50, c'était en 1959. Ils ont été au College World Series plusieurs fois dans leur histoire. Je dirais facilement entre 10 et 15 fois. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est pour vous dire que c'est une grosse fac qui a l'habitude des gros rendez-vous. Mais paradoxalement, depuis 2016 et donc leur dernière apparition au College World Series, on les a pas vus à pareille fête. Pareil depuis 2019 et le fait qu'ils avaient gagné les Regionals pour atteindre les Super Regionals, on les a pas vus passer donc un tour dans le tournoi national depuis 2019. Ce qui est quand même à noter pour une fac aussi connue et reconnue. Et donc Josh Holliday, dans sa 12e saison, va avoir du travail, puisque déjà la saison dernière, il y avait un gros problème pour moi côté Oklahoma State, c'est le pitching staff. Ils avaient pourtant des noms, des joueurs venus, des joueurs transférés, des noms venus pour renforcer un peu ce corps de lanceurs. Je pense notamment aux joueurs dont on attendait beaucoup mieux, Juaron Watts-Brown, qui arrivait de Long Beach State avec beaucoup d'espoir pour OSU, qui a eu une saison pas non plus mauvaise, mais pour un ace supposé, c'était pas au niveau auquel on l'attendait. Il a quand même été pris au 3e tour d'ailleurs de la draft, les Blue Jays, je crois que c'est les Blue Jays, je vais juste vérifier en 2 secondes, j'ai internet pas loin. C'est ça, 3e tour les Blue Jays. Ils avaient un autre joueur qui était intéressant, un two-way player, Nolan McLean, qui lui a été pris par les Mets, toujours au 3e tour d'ailleurs. Et on va dire que, encore une fois, le pitching va être la grosse question pour eux. Ils ont notamment beaucoup d'espoir sur un autre transfert. Cette saison, c'est un transfert du JUCO, Brian Holliday, qui a priori est leur gros pari, on va dire, un peu comme Watts Brown la saison dernière. C'est un joueur qui a une balle rapide qui n'est pas exceptionnelle, aux alentours de 90 à 92 miles par heure. Il a aussi une slider qui a priori est très intéressante avec 84 miles par heure. Il a une change-up aussi assez solide. A priori, c'est cette change-up qui arrive à générer du whiff ou du swing and miss, c'est-à-dire des joueurs qui vont frapper dans le vide, qui vont pas réussir à contacter cette balle un peu déceptive. Mais bon, se dire que un joueur qui fait la transition du JUCO
à la Big 12 est quelque part le gros espoir du pitching staff, hein, et notamment de la rotation des Cowboys, c'est la preuve que tout n'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des joueurs dont on va espérer des belles choses, hein, des joueurs qui étaient déjà là, hein, comme Jansen Keisel et par exemple Gabe Davis. Mais bon, il n'y a pas des choses incroyables en termes de pitching. Je peux vous parler d'ores et déjà, parce que je voulais en parler juste après, pour son côté plutôt joueur de line-up, mais c'est le two-way player, hein, Carson Bench. Alors lui, c'est un joueur, hein, notamment au niveau offensif, qui a été très intéressant la saison dernière. Il avait notamment eu 7 home runs et 43 points produits avec une moyenne de .343 à la batte, tandis qu'il a également lancé pas mal de matchs, et notamment il a starté 10 matchs, hein, en tant que pitcher, pour une réussite beaucoup plus, on va dire, aléatoire, mais en tout cas c'est un joueur sur lequel il faudra forcément compter, hein, pour Oklahoma State. Si le pitching staff pose question, le line-up est beaucoup plus a beaucoup plus de certitude et beaucoup plus intéressant. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même Rock Riggio, hein. Rock Riggio, c'était un peu leur star la saison dernière, il est parti du côté des Yankees, hein, à la draft. Sans Rock Riggio, je pense que celui qui va prendre, hein, normalement le bâton, c'est un joueur dont on va espérer une grosse progression en termes de discipline, c'est Nolan Schubart. Alors il est très grand, enfin moi j'ai cette image de lui comme un joueur très longiligne, hein. Je sais pas s'il est si grand que ça, je me rappelle plus de ses dimensions, mais je sais qu'il était très longiligne. Et qui essaie de frapper un peu tout ce qu'il voyait. Il a eu quand même une moyenne à la batte, hein, de .338, il a réussi 17 home runs et 74 points produits, et il a réussi à provoquer 43 buts sur balle. Mais par contre, pourquoi je parle de discipline à la batte, c'est qu'il a notamment concédé 75 strikeouts, ce qui est quand même une grosse marque, surtout pour un joueur qu'on espère comme étant une star future, hein, notamment d'Oklahoma State. Après, si je dis pas de bêtises, hein, l'année dernière c'était quand même sa saison freshman, hein, donc c'est quand même des gros chiffres, hein, pour un joueur de première année. On va espérer pour lui en tant que sophomore qu'il va montrer des choses, une confirmation et peut-être encore un peu plus de discipline pour être vraiment le go-to guy, hein, de ce line-up. Dans ce line-up, il y a aussi des joueurs dont on va espérer, hein, quelque part comment je peux dire ça, des saisons un peu plus intéressantes. Il y a notamment, hein, pour citer un dernier nom, Bo Sylvester. C'est un joueur que j'ai noté son nom parce qu'il était dans le rapport de D1 Baseball, et puisque il fait partie de ces joueurs qui, par exemple, en termes de joueurs lycéens, c'était des prospects très talentueux. Peut-être pas qu'on allait voir dans les premiers tours de la draft, hein, et la preuve, hein, s'il a commit à Oklahoma State et suivi son commit, c'est qu'il n'avait pas eu satisfaction au niveau de la draft à l'époque. L'année dernière, il n'a pas eu l'occasion de vraiment se montrer, hein. Il a dû partager les responsabilités en tant que receveur et en tant que DH. Cette saison, on espère quand même voir une sorte de breakout year pour un joueur comme lui, puisque ça pourrait permettre de générer encore plus d'intérêt en termes d'offense, hein, côté Oklahoma State. Donc vous l'avez compris, une grosse attaque, un pitching staff qui pose question. On a l'impression d'être au même niveau que la saison dernière au final concernant Oklahoma State, mais ça devrait quand même leur permettre d'être une équipe qui devrait aller au tournoi national. Et l'année dernière, malgré leurs difficultés, ils ont quand même partagé le titre de saison régulière avec Texas et West Virginia. C'est pour vous dire que on parle quand même d'une grosse fac, et si on parle de difficulté pour une grosse fac, ça sous-entend quand même que c'est une fac qui est élite. Voilou pour Oklahoma State, donc en 4e position. On va passer maintenant au trio de tête, avec tout d'abord en 3e position Texas Tech. Texas Tech, hein, très clairement, a fait une saison plutôt décevante au niveau Big 12, hein, avec un bilan tout juste à l'équilibre, 12 victoires, 12 défaites, mais ça c'est une fac tellement aisée en termes de college baseball qui a quand même réussi à avoir un bilan overall, un bilan global de 41 victoires pour 23 défaites. Si on veut faire un très rapide historique de Texas Tech, hein, c'est ce type de fac qui, pour les programmes on va dire sportifs qui ne sont pas les programmes principaux comme le football, a eu des remous, hein. Donc pour le baseball notamment, il y a eu des périodes où ils avaient fermé le volet baseball, après ils sont revenus, après il y a eu des problèmes, il y a eu des changements de conférences, etc. C'est surtout une fac qui, avant les années 90, n'a pas vraiment d'histoire en tant que telle en termes de college baseball. Quand je dis d'histoire, c'est-à-dire n'avait pas réussi, par exemple, à intégrer le tournoi national.
Quand ils ont commencé par contre à intégrer sur le national, ils ont été très réguliers. Par exemple, à partir de 95, ils ont enchaîné 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Vous imaginez bien, euh, 10 ans consécutifs à aller au moins au tournoi national. Et ensuite, il y a eu un petit creux avant de revenir, notamment avec l'entraîneur actuel, Tim Tadlock, avant de revenir aux affaires. Je pense à partir de la saison notamment 2014. Et d'ailleurs, à partir de cette saison-là, tout le monde a commencé à avoir peur de Texas Tech. Preuve en est, ils ont été au College World Series en 2014, 2016, 2018, 2019. C'est pour vous, voilà. Les années 2010, ça a été très clairement très très bien pour Texas Tech, avec des joueurs, notamment sur la fin des années 2010 ou début des années 2020, qui ont euh, fait leur gamme et apporté leur nom, en fait, leur écho, maintenant que ce sont devenus des professionnels. Je pense par exemple à Josh Jung, qu'on voit du côté des Texas Rangers, qui a été champion, qui a été All-Star cette saison en tant que rookie. Il sort de cette école, Texas Tech. Il y a son frère, drafté il n'y a pas si longtemps que ça, Jace Jung, du côté des Tigers de mémoire, et qui lui aussi sort de Texas Tech. Et donc Texas Tech sous Tim Tadlock, c'est ce genre d'équipe très très forte offensivement, qui apporte quand même son lot de petites questions au niveau pitching et défensif. Mais là, et pour le coup je vais être biaisé, mais en même temps je pense pas à l'être non plus quand on voit ses stats, je vais directement vous parler du joueur qui fait cliquer en fait du côté de Texas Tech. C'est un peu dans cette race de gros slugger en fait qu'on retrouve dans cette fac du côté de Lubbock. Alors ce joueur s'appelle Gavin Cash. L'année dernière en tant que sophomore, c'est 26 home runs, 84 points produits, 12 doubles, le tout en moyenne à la batte à 326, en OBP à 397 et en slugging percentage à 689. Ce joueur va peut-être devoir gommer quelques défauts au niveau offensif, par exemple. Il avait un ratio strikeout, but sur balle de 57 strikeouts pour 34 buts sur balle. Ça reste quand même un peu élevé quand on considère les stars dans ce domaine au niveau baseball universitaire. Et ensuite, au niveau défensif, il va vraiment falloir qu'il montre qu'il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas d'hésitation le concernant, surtout par rapport à la draft qui se profile, et il devrait avoir une carte à jouer dans cette fameuse draft. C'est pas le seul gros joueur qu'on a du côté de Texas Tech en termes de line-up, rien que Kevin Basel, qui était le troisième base la saison dernière de Texas Tech, faisait un peu ce one-two punch justement avec Gavin Cash, puisque lui aussi a eu une grosse saison la saison dernière, 348 de moyenne à la batte, 452 d'OBP et 572 de slugging percentage pour 10 home runs, 62 points produits et 24 doubles, avec un ratio but sur balle strikeout bien plus intéressant, 45 buts sur balle provoqués contre 32 strikeouts concédés. À eux deux, ils vont porter une attaque qui est normalement efficace, on va dire, et qui a un mélange de jeunesse. Je pense notamment à Damian Bravo, TJ Pompey qui est freshman, et Gage Harrelson. Damian Bravo et Gage Harrelson sont sophomores, ont déjà joué la saison dernière, mais pas autant que ça. Ils n'avaient pas beaucoup de place, surtout pour Damian Bravo. Et ensuite, il y a des joueurs beaucoup plus seniors. Gavin Cash qui est un junior. On a aussi Austin Green, le right fielder senior, qui est là aussi pour amener toute son expérience, notamment défensivement. Offensivement, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on parle quand même d'un joueur avec 12 home runs, 57 points produits et un slugging percentage de 537 la saison dernière. Donc, c'est pas non plus mauvais du tout. Et enfin, il y a une curiosité aussi pour finir avec le line-up, c'est qu'ils ont récupéré Cade McGee. Alors Cade McGee, c'est un des rares joueurs dont j'avais parlé il y a 2 saisons en tant que freshman, à l'époque j'écrivais des articles sur le homera.com, feu le homera.com, et du coup j'avais parlé un peu de Gonzaga qui avait notamment un pitcher super intéressant et qui avait ce freshman Cade McGee. Alors en freshman il a été All-American, il a fait beaucoup de grosses choses, freshman de l'année dans sa conférence, la WCC. Malheureusement la saison dernière ça a été beaucoup plus compliqué. La saison dernière il a eu notamment des problèmes, on va dire, d'efficacité, tout a un peu droppé. C'était notamment 6 home runs, 20 points produits, 298 de moyenne à la batte.
non, 293 pardon, de moyenne à la batte, comparé à sa saison freshman où c'était 10 home runs et 31 points produits et 298 à la batte. Voilà. Donc vous voyez, il y a une petite baisse. Là, il arrive en année 3, hein, troisième base, en année 3, plutôt intéressant à voir jouer quand il n'est pas blessé, hein, parce que c'est vrai aussi que la saison dernière, hein, sa production a baissé, aussi dû au manque de régularité avec les petites blessures, les petits pépins physiques qu'il a pu avoir au cours de la saison. Donc, pour finir, pour le line-up, c'est super intéressant, c'est un gros line-up, encore une fois dans la tradition, hein, les pure tradition de Texas Tech. Les questions vont forcément se poser plutôt du côté du pitching, même si, a priori, on part beaucoup plus optimiste en termes de profondeur. Alors, ils ont perdu pour moi leur meilleur lanceur, hein, Mason Molina, le lanceur gaucher. Mais ils ont quand même de belles armes. Il y a un joueur dont on espère beaucoup, hein, c'est Kyle Robinson. Alors Kyle Robinson l'année dernière, c'était un joueur qui a quand même fini avec un IRA au-dessus des 5 d'IRA. Donc ça paraît waouh, un peu compliqué. Mais c'est surtout un manque de régularité, de constance, hein, qui lui a valu cet IRA, dans le sens où on voyait très clairement qu'il avait des armes très très importantes, hein, dont une fastball, hein, dans les 96 miles par heure environ. Mais il est très compliqué à, on va dire, il est très compliqué normalement à contacter, même si il me fait mentir, hein, honnêtement il me fait mentir, parce que si je me rappelle bien, l'année dernière, face à lui, non, l'année dernière face à lui ça allait quand même, pardon. L'année dernière face à lui ça allait, j'allais vous parler des moyennes à la batte. Kyle Robinson, non, ça allait, parce qu'il était à 200 et quelques, mais il était dans la partie basse des 200. C'est par contre son coéquipier, son compère, hein, Zane Petty, qui devrait avoir un rôle accru en plus cette saison. Face à lui, les battes étaient à presque 300 de moyenne. Donc c'est assez compliqué. Il y a d'autres joueurs qui sont de retour, hein, Jordan Parrish par exemple, hein, qui lui pour le coup est beaucoup plus senior, hein. Malgré tout, la saison dernière ça a été très compliqué, hein, des hauts et des bas. Donc il est vrai que le bullpen offre de nouvelles garanties avec pas mal de joueurs arrivés. Ils ont des joueurs de retour, une certaine expérience, hein, puisqu'à part Zane Petty qui est sophomore, le reste sont minimum junior, hein, dans notamment la rotation qu'on pense au départ. Attention à Mac Heuer, lui c'est un freshman pour le coup, et on en dit le plus grand bien du côté de Lubbock. Donc à voir s'il peut gratter des starts par exemple, plutôt la rotation, pas la rotation mais enfin oui, la rotation mais plutôt en milieu de semaine, donc pas la rotation du week-end, mais vous savez les lanceurs partants de milieu de semaine pour les matchs qui ont moins d'impact, et à voir à terme ce qu'il est capable de montrer. Le closer aussi, Jacob Rogers, est junior, pardon, et lui aussi il va falloir qu'il monte bien plus que la saison dernière, parce que l'année dernière il avait un IRA de 5,48 et pas de save à son actif, donc on va attendre beaucoup plus de son côté. Voilà pour Texas Tech, hein. En tout cas c'est une grosse machine qu'on devrait, sauf gros incident industriel, hein, on devrait retrouver du côté du tournoi national, et pourquoi pas aller voir reprendre leurs bonnes habitudes d'aller du côté d'Omaha. Voilou. Et enfin pour moi, chose rare, mais pour moi c'est ce qu'il en est dans ma tête, j'ai pas réussi à départager les deux équipes qui arrivent, hein, les deux équipes de tête, donc je vais les présenter à peu près en même temps, hein. Première ex-aequo. C'est vrai que si on regarde les observateurs américains, il y a une différence entre les deux, hein. Il y a TCU donc, qui est le clair numéro 1, Texas Christian, hein, University, et puis Texas est le clair numéro 2. Pour moi, la frontière est plus fine, mais puisque moi j'interprète, enfin, je regarde beaucoup sur le papier et j'interprète aussi certaines choses comme le potentiel retour à un bon niveau de Tanner Witt, le lanceur de Texas. Mais bon, même si je les vois ex aequo, je vais commencer par Texas, hein, pour respecter un peu l'ordre des observateurs américains. Donc, entre guillemets, en deuxième, on a Texas. Texas, d'abord pour la petite histoire, qui est une grosse histoire, hein, pour le coup. C'est une des facs les plus victorieuses, hein, du college baseball, hein. 6 titres, ils sont troisième dans l'histoire, hein, derrière donc USC, et récemment LSU les a dépassés, ils étaient ex aequo, mais LSU a remporté un titre de plus la saison dernière. 6 titres, c'est quand même pas rien, et surtout c'est à travers les décennies. C'est-à-dire que c'est une fac qui a toujours été là au college baseball. Ça a toujours été une des meilleures facs de college baseball, que ce soit dans les années 40, dans les années 50, dans les années 70, 80, dans les années 2000. C'est une fac qui a toujours été là. Même quand ils n'ont pas été champions, par exemple dans les années 80, ils n'ont pas été champions, mais enfin ils ont été champions une fois. Dans les années 90, ils n'ont pas été champions, mais à chaque fois on les a au moins retrouvés dans le tournoi national. Donc c'est pour vous dire en fait que
Texas, hein, ça a toujours été une grosse cylindrée. Si on veut vraiment chipoter, il y a eu entre 94 et 2000, je pense, un petit trou, hein. Il y a eu un moment où vraiment, en termes de College World Series, on les a pas vus. Mais je veux dire, tournoi national, par contre, vous les voyez quasiment chaque année, hein. Donc voilà. Texas, grosse fac, encore une fois. Par contre, grosse fac, mais c'est vrai que même s'ils sont allés au College World Series, même en 2021 et 2022, leur dernier titre c'est 2005, et leur dernière finale, hein, leur dernière Championship Series pardon, de College World Series, c'est 2009. Donc pour une fac comme Texas, bon, c'est moins grave entre guillemets que USC par exemple, mais ça reste quand même un petit affront à laver, on va dire. Parlons maintenant de Texas cette année, hein, pas de Texas de l'histoire. Le Texas cette année n'a rien à envier à pas mal de grosses équipes de Texas dans l'histoire, hein, tout simplement. Euh, Tout d'abord, le coach, hein, David Pierce est toujours là à la barre et c'est bien normal. Euh, il a continué un peu cette tradition, hein, derrière les Hawk Garrido, etc., à amener Texas là où il faut. On va retrouver, hein, Texas avec un mélange intéressant de joueurs un peu plus freshman ou sophomore et de joueurs beaucoup plus expérimentés. L'expérience va être un peu le mot d'ordre, notamment pour moi au niveau du pitching, et on va commencer par les pitchers. Et je vous ai parlé de Tanner Witt. Eh bien, c'est bien normal puisque c'était la star de Texas, hein, au niveau des lanceurs, hein. Lors de sa saison sophomore, il avait fait des choses assez incroyables. Enfin non, je pense au final c'était sa saison freshman. Ouais, en fait, excusez-moi, je me suis trompé parce qu'il était redshirt. Donc redshirt, je vous rappelle, hein, ça veut dire que pendant un an vous ne jouez pas et du coup en fait cette année-là, elle est notée avec ce cycle de redshirt. Donc quand on dit que vous êtes redshirt freshman, ça veut dire que vous êtes un freshman pour la saison où vous commencez à jouer, mais la saison d'avant vous étiez normalement freshman, mais vous n'avez pas joué, soit vis-à-vis d'un transfert, soit à cause d'une blessure qui vous a mis en fait sur le côté. Vous n'avez pas été éligible entre guillemets pour concourir pour la saison. Donc en redshirt freshman, il avait montré de très belles promesses alors qu'il était entouré de gros lanceurs, hein. Et ensuite, ça a été un peu la descente aux enfers avec de grosses blessures. Alors je pense que c'était une Tommy John, hein, de mémoire, ça doit être ça. Ça devait être une Tommy John. Je suis en train de chercher pour pas vous dire de bêtises. Mais je pense bien que c'était une Tommy John. J'arrive pas à trouver l'information, je suis désolé. En tout cas, c'est une grosse blessure qu'il a tenu éloigné des terrains jusqu'au milieu de la saison dernière. Euh, ouais, c'est ça. Donc freshman 2021, incroyable. 2022, blessé. 2023, blessé jusqu'à la moitié de la saison. Et euh, on attend son retour, mais son retour est très compliqué. Après, c'est normal, avec aussi peu de compétition en un an et demi, presque 2 ans. On le retrouve avec un IRA aussi en très peu de matchs, hein, et très peu de manches. Un IRA à 10,97. Donc ça fait un peu peur. Mais on espère tous, hein, retrouver le lanceur dominant, hein, qu'on a pu voir lors de ses jeunes années, entre guillemets. Euh, Ce qui pourrait en fait mettre Texas tout en haut, en fait, simplement. C'est pourquoi moi je les mets plus ex aequo que vraiment derrière TCU, puisque pour moi, si Tanner Witt est vraiment de retour, même s'il n'est pas retour au meilleur niveau, mais il est assez solide. Lui, avec les Baron Johnson et Charlie Hurley, c'est une des plus grosses rotations, bah déjà de la Big 12, ça c'est sûr, mais aussi de la nation. Franchement, hein, c'est pas loin. Puisque justement, on va parler de LeBron Johnson très rapidement. Le redshirt junior a terminé l'année dernière en tant que ace, hein, avec un IRA de 2,91, c'est très bien. 86 manches lancées au final, 13 matchs commencés. Il a aussi, en fonction, hein, des besoins, hein, réussi un save, puisque notamment quand on arrive, vous savez, dans les moments de tournois nationaux et tout ça, on va dire que euh, on prend des risques. Il n'y a plus vraiment de rotation. Certes, il a continué à être le lanceur starter, mais lorsqu'il n'était pas sur la feuille de match en tant que lanceur starter, il a quand même aidé s'il le fallait pour finir des matchs. L'année dernière aussi, c'est 98 strikeouts pour seulement 38 buts sur balle, hein, donc un joli ratio. Et c'est clairement le lanceur, a priori l'ace, hein, tout simplement de Texas, puisque, encore une fois, pour Tanner Witt, on va déjà espérer qu'il revienne et qu'il soit assez solide. À côté donc de ces deux-là, j'ai parlé de Charlie Hurley. Lui, l'année dernière, c'est 4,42 d'IRA pour 5 matchs startés.
C'est un senior, à la base c'est plus un joueur de bullpen, en tout cas sur sa carrière à Texas c'était plus un joueur de bullpen, mais l'année dernière il a dû aussi un peu upgrade et changer un peu son jeu on va dire. Et on peut même voir des joueurs comme le redshirt sophomore Cody Howard qui pourrait à terme intégrer cette rotation, qu'on pourrait voir de plus en plus starter des matchs notamment en midweek, les matchs de milieu de semaine, comme je l'ai un peu énoncé auparavant pour Texas Tech. Et enfin, David Shaw, le junior, toujours là, qui va essayer de continuer à closer les games du mieux qu'il peut. L'année dernière, c'est un IRI de 3.09, un save vraiment réussi, 32 manches lancées, 30 strikeouts, 14 buts sur balle, peut-être un petit peu haut le ratio de buts sur balle en termes de, par rapport au nombre de manches lancées, mais en tout cas, c'est très solide. Il y a peut-être un manque de profondeur dans le bullpen, mais honnêtement, Texas, en termes de pitching, c'est très solide. Et ensuite, si on passe au line-up, là aussi, on a de très 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 belles choses. On a d'abord Jared Thomas, normalement, devrait être le gros frappeur un peu de cette équipe, un peu le lead des frappeurs de cette équipe. Et il faut le savoir, il n'est que sophomore. L'année dernière, c'est déjà de très très belles choses, que ce soit défensivement en tant que centerfield ou offensivement avec 321, 398, 484 en termes de moyenne à la batte OBP slugging percentage pour 4 home runs, 29 points produits et 15 doubles notamment. Là cette année on imagine que c'est un breakout year, c'est pour ça pour moi c'est celui qui va porter l'équipe. Mais autour de lui il y a de l'expérience. Par exemple je vous donne Jack O'Dowd, le deuxième base, toujours là, peut-être pas la meilleure gâchette en termes de moyenne mais toujours productif, 37 points produits l'année dernière, 13 doubles. Beaucoup de choses aussi très très intéressantes défensivement. On a Peyton Powell aussi qui a été très très bon, le redshirt senior, 10 home runs, 46 points produits, 16 doubles, 339, 431, 548 pour les chiffres, moyenne OBP slugging percentage. Et on va aussi attendre beaucoup d'un joueur dont j'avais parlé la saison dernière pour le coup, parce que c'était un des top freshmen en arrivant du lycée au niveau de college baseball. Et c'est vrai que ça a été plus compliqué que prévu. Enfin, on peut jamais prévoir, mais je veux dire, ça a été plus compliqué que ce qui était espéré. C'est Jalin Flores. Jalin Flores, l'année dernière, alors défensivement, ça a été très intéressant. Il a aussi partagé de son temps en tant que shortstop, ce qui aussi explique qu'il a peut-être pas eu la meilleure régularité possible, puisqu'il n'a pas eu autant de reps que possible. Mais en 123 plate appearances, c'est 4 home runs, 23 points produits, 2 doubles. Et par contre, au niveau des statistiques, c'est là où le bas blesse, 175 de moyenne à la batte, 293 d'OBP et 311 de slugging percentage. Donc très clairement, l'année 2 de Jalin Flores va être l'année vraiment à suivre, puisque s'il arrive à se rapprocher de ce dont on espère pour lui, ça devrait être très 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 intéressant. A priori, d'après les rapports d'automne, parce que je suis pas le seul, tout le monde en parle de toute façon de Jalin Flores, vu l'attente, vu la hype lorsqu'il est arrivé du lycée. A priori, il a eu un très bon automne, des très bons matchs d'automne. Donc, à voir ce qu'il va pouvoir faire cette saison, mais on espère vraiment beaucoup de sa part. Et enfin, il y a un joueur dont je voulais parler pour finir le line-up et pour finir avec Texas, c'est Luke Storm. Luke Storm, mine de rien, fait partie de cette grosse escouade de Duke qui a fait une très grosse saison la saison dernière. C'est un joueur qui a rapporté 13 home runs, 51 points produits, alors que c'est pas un joueur réputé pour ses qualités offensives pures. En témoigne par exemple sa moyenne à la batte de .258, un slugging percentage de moins de 500 en college baseball, notamment pour des juniors ou seniors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus reluisant, mais c'est quelqu'un qui a été bien productif et qui aussi en défense a apporté des choses, et en termes de leadership est capable aussi d'élever la voix, même s'il arrive dans un nouvel effectif selon moi. Donc vous l'avez compris, de l'expérience, de l'explosivité dans le line-up. Une principale question c'est Jalin Flores pour moi, s'il arrive à vraiment step up, sans pour autant être la star qu'on attend, mais au moins step up, avoir des chiffres plus conformes à des chiffres d'un bon joueur de college baseball, en termes offensifs je parle, attention, Texas peut être très 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 dangereux. On va ajouter à ça encore une fois un pitching staff de haut vol, c'est pas pour rien que je vois Texas aussi haut, mais a priori détrôné tout en haut par TCU.
TCU, c'est très intéressant puisque l'année dernière, on a enfin pu voir ce que Kirk Saarloos comptait amener en remplacement du légendaire Jim Schlossnagle. Jim Schlossnagle, je rappelle, pour TCU, c'est leur gros coach. Il les a amenés en College World Series plusieurs fois d'affilée. Il a été là-bas pendant quasiment 20 ans pour des très grosses performances pour TCU. Alors TCU, dans l'histoire, il n'y a pas de titre. Faut le savoir, il faisait plutôt partie des mid-majors jusqu'à arriver en Big 12 en 2013 de mémoire. 2013 ou 2014, je m'excuse pour la petite hésitation, mais c'est soit 2013 ou 2014, donc vous comprenez que c'est il y a à peine 10 ans. En Mountain West, par exemple, ils avaient quand même réussi à faire quelques apparitions au tournoi national, euh, notamment 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, c'est bien ça. En conférence USA, ils y ont passé que 3 ans, mais pareil, ils avaient réussi en 2004-2005, toujours sous Schlossnagle, à faire, à faire de TCU ce qui est devenu un peu TCU, c'est-à-dire une marque de fabrique en termes de régularité. Ils ont réussi à faire les College World Series sur pas mal d'années de la décennie 2010, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017. Et puis là, l'année dernière, ils sont repartis, mais cette fois-ci sous Kirk Saarloos en College World Series, après avoir eu une deuxième partie de saison tonitruante. Comme souvent en college baseball, et je l'avais dit déjà pour d'autres exemples, le momentum est presque aussi important que le talent. Par exemple, TCU sur la première partie de la saison, c'était sympa mais sans plus, assez de beaucoup d'irrégularités malgré des stars connues comme Braden Taylor, qui a d'ailleurs été drafté. Mais petit à petit, on a commencé à voir des choses très 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 intéressantes. Une offense très difficile à arrêter, une offense dont on va parler parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis. Un pitching staff très solide. Et là aussi, pour moi, le pitching staff va être une des grosses forces de Texas Christian. Mais autant parler de ce qui va arriver, selon moi, pour cette saison 2024. Alors, tout d'abord, on va parler des forces forcément en présence. Pour moi, TCU est clairement l'un des favoris, si ce n'est le favori, puisque, comme j'ai dit, en termes de pitching staff, il y a tout ce dont on a besoin. On a tout d'abord un pitcher qui, en tant que freshman, a été exceptionnel, je trouve. Pour un freshman, Cole Claker, c'était 17 matchs startés, 3,72 d'IRA, donc en 19 apparitions. Donc il y a eu 2 autres matchs où il est sorti en tant que, il est passé en tant que releveur. Presque 100 manches jouées, 96 lancées. Un ratio très intéressant. Et avec lui, des ajouts, notamment via des transferts, qui sont très très intrigants. On a d'abord, et forcément, on va en reparler aussi dans le line-up, Peyton Toll. Peyton Toll, en fait, c'est un two-way player qui jouait en AAC l'année dernière du côté de Wichita State et dont tout le monde parlait. C'était un peu le Paul Skeens de l'année dernière, lorsque Paul Skeens, l'année d'avant, était à Army. Je ne sais pas si ça fait sens, mais vous savez, Paul Skeens, c'était pas juste le premier tour de draft qu'on avait l'année dernière. À la base, au niveau du college baseball, c'était une star du côté de... Alors, je dis Army, mais c'est Air Force, pardon. Pour ses qualités de two-way player. C'est à LSU qu'il a décidé de se focaliser sur le pitching seulement, et ça lui a donné raison. Peyton Toll, l'année dernière, ou Peyton Toll, pardon, c'est le style de joueur dont on voyait du côté de Wichita State, aussi bon du côté du pitching que du côté offensif. Là, on va se focaliser sur le pitching. Alors, il a une balle rapide qui n'est pas exceptionnellement rapide, mais qui peut faire l'affaire, parce qu'il a aussi d'autres armes, notamment une balle cassante très intéressante à son arsenal. L'année dernière, c'est un IRA de 4,62 et en 85 manches lancées, un ratio de 97 strikeout pour 19 buts sur balle seulement. Donc c'est le genre de joueur qui vous fait assez cliquer, puisque vous pouvez le voir des deux côtés encore une fois du terrain, en tant que lanceur et ensuite en tant que joueur offensif. Mais c'est pas le seul transfert qui arrive, il y a aussi Ben Hampton. Ben Hampton, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure quand je parlais de West Virginia, puisque c'était un de ces joueurs, tout simplement... comment dire ça, c'était un de ses joueurs, un de ses meilleurs joueurs. Et c'était d'ailleurs pour moi le lanceur le plus solide du côté de West Virginia. Il va apporter toute son expérience en tant que starter, potentiellement starter de milieu de semaine, tellement c'est chargé en termes de starter du côté de TCU. Mais il peut aussi apporter des choses en fonction des stratégies de Kirk Saarloos. S'il veut lancer un starter gaucher par exemple, il peut le faire appel à lui. Il y a aussi Zach Morris. Zach Morris, c'est un transfuge du côté qui vient d'Arkansas en fait. Du côté d'Arkansas, il a eu beaucoup de difficultés
à vraiment s'imposer. Il a quitté donc Arkansas, et là, du côté de Kirk Saarloos, on s'en frotte les mains en disant qu'a priori, d'après les rapports d'automne, c'est un des meilleurs bras en termes de lanceur de l'effectif. Donc il y a tout pour faire en termes de starter, en termes de rotation, et également avec le closer, Ben Abelt, qui lui avait un IRA de 3,60, réussi 2 saves, très intéressant. C'est clairement l'un des points forts de TCU, le pitching staff et notamment sa rotation. Le bullpen aussi devrait être très intéressant. Maintenant, bizarrement, les questions vont plus se poser du côté du line-up. Le line-up reste très intéressant, mais l'année dernière, comme j'ai dit, ils avaient leur star, Braden Taylor, en troisième base, mais ils avaient aussi des gros joueurs. Ils avaient Trey Richardson, Austin Davis, Elijah Nunez, Cole Fontenelle, qui sont tous partis. Donc ça va être compliqué de remplacer autant de bats très très chauds de la saison dernière, et en plus de ça autant de leadership, comme je disais sur les rapports. C'est le leadership, aussi au-delà de ça, c'était des stars de l'équipe, c'était des vétérans de l'équipe, etc. Donc c'est des joueurs normalement qui apportaient des choses immesurables et incommensurables du côté de TCU et de son line-up. Maintenant, on va pas s'arrêter juste à ça, puisque du talent dans le line-up, il y en a toujours, puisqu'on a notamment Anthony Silva. Anthony Silva, c'est leur shortstop sophomore. L'année dernière, très très belle saison. 7 home runs, 50 points produits, 330 de moyenne à la batte, 416 d'OBP, 471 de slugging percentage. Il était que freshman, là il est sophomore, shortstop, très 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 intéressant. Et l'autre gros joueur dont on va entendre parler, c'est l'autre sophomore, c'est Carson Bowen. Carson Bowen, c'est un catcher, un receveur, donc lui aussi très intéressant, notamment pour les scouts, pour notamment la draft, pourquoi pas, du 25. Je suis pas sûr qu'il soit éligible en termes d'âge dès cette saison. Par Anthony Silva, il faudrait que je vérifie, mais j'avais lu des rapports de draft, donc je me suis dit que peut-être il est déjà éligible malgré le fait qu'il soit sophomore. Donc pour revenir à Carson Bowen, l'année dernière c'est 6 home runs, 46 points produits, 350 de moyenne à la batte, 420 d'OBP, 502 de slugging percentage. Et vous entendez ces chiffres-là, c'est des chiffres de freshmen, c'est des chiffres de gens qui venaient d'arriver du lycée. Donc maintenant, il faut imaginer avec une année, en plus dans une conférence comme la Big 12, on peut au moins espérer une confirmation de leur part, voire beaucoup plus. À côté de ça, il y a eu des transferts très intéressants comme Peyton Chatanier, le redshirt senior qui vient du côté d'Ole Miss, lui aussi très expérimenté. Il a été champion en 2022 avec les Rebels. Et c'est quelqu'un qui peut vous apporter 10 home runs par saison. J'ai pas envie de faire tout le line-up, je veux dire, c'est très très clair. Et pour finir avec ce line-up, je vais reparler justement de Peyton Toll, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un two-way player et ça a été une star des deux côtés de la balle. Regardez ses stats offensives, 311 de moyenne à la batte, 361 de OBP et 538 de SLG pour 13 home runs, 50 points produits. Le seul problème pour moi, c'est qu'il ne provoque pas assez de buts sur balle par rapport au nombre de strikeouts qu'il concède. C'est pour moi le seul problème. Mais il est capable donc vraiment d'être la pierre angulaire de cet effectif, surtout s'il continue à lancer, en plus d'avoir ses obligations, on va dire, offensives. Donc voilou, TCU c'est clairement l'un des gros favoris, c'est le gros favori de la Big 12, pour moi à égalité avec Texas. Chacun verra ce qu'il en pense. Ça me permet de dire que toutes les previews que j'avais prévu de faire, donc j'avais prévu de faire des previews sur les 4 grosses conférences du pays, c'est fait, donc je vais pouvoir un peu plus me la couler douce. Je plaisante, mais je vais pouvoir en tout cas un peu plus prendre mon temps et puis voir les prochaines previews. Je vais peut-être faire une preview un peu plus générique sur les mid-majors, dans lesquelles j'inclus la Big Ten, où je vais peut-être vous donner mes quelques favoris par conférence, et puis 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants par conférence, mais sans plus. Et puis, soit dans le même épisode, soit peut-être un épisode annexe, mais assez court, ça sera les dernières choses, les dernières nouvelles, les dernières choses à savoir aux alentours du début de la saison qui va commencer là le 16 février. Donc voilou. On n'a pas tout à fait terminé, bien entendu, parce que je vais faire une petite transition musicale et on va finir par mes The Awards. Donc maintenant vous connaissez la formule, le coach de l'année, le freshman de l'année, le pitcher de l'année et le joueur de l'année dans la conférence Big 12. Le coach de l'année pour moi ça va être Kirk Saarloos du côté de TCU. Je pense qu'ils vont dominer la conférence en saison régulière.
Le freshman de l'année, alors j'ai longtemps hésité, j'avais lu partout que tout le monde parlait de Chase Brunson, l'outfielder freshman de TCU, mais moi j'avais un autre joueur, c'est le lanceur freshman de Texas Tech, Mac Heuer. Donc à voir, hein, qui aura raison, je plaisante. Ensuite justement on va parler de pitcher, hein. Le pitcher pour moi de l'année c'est LeBaron Johnson du côté de Texas. Et puis le meilleur joueur, hein, de l'année pour moi c'est JJ Weatherholt, hein, le joueur de West Virginia. Donc voilà, vous avez mes awards, vous pouvez me les ressortir quand tout sera faux en fin de saison. Voilou. J'espère encore une fois que ces podcasts assez denses vous auront quand même captivé du mieux que j'ai pu, on va dire. J'espère que ça vous donne aussi quelques clés, ça vous intéresse de en savoir un peu plus sur le collège baseball par exemple. La saison arrive très très vite, hein. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire 1 ou 2 épisodes aux alentours du début de la saison, ou peut-être un va sortir avant que la saison commence, mais là je vais clairement ralentir la cadence, hein. J'ai fait exprès de tout sortir d'un coup, puisque après je savais que j'avais pas mal d'obligations, notamment professionnelles, qui vont me euh, faire en fait réduire la cadence. Mais en tout cas très content d'avoir pu faire cet exercice avec vous. Encore une fois, désolé pour les petites coquilles de ci et de là, mais franchement j'ai fait de mon mieux pour m'améliorer au fur et à mesure, et je pense que sur ce podcast là notamment, il y a moins de coquilles par exemple que sur un podcast que j'ai fait avec la ACC il y a quelques semaines de cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le suivi, pour les commentaires, les questions posées. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Et sur tous ces bons mots, on se dit tout simplement à très bientôt. Ciao. Pretty well hit to center field. And he is off and glove of Barry Watson.